Une des sources que j'utilisais le plus pour dénicher des affaires étaient les forums. Il y en avait de toutes sortes, et la plupart n'étaient que des lieux d'échange et de rêveries fantasmagoriques. Il n'empêche que j'y passais de temps en temps pour voir si quelque chose pouvait m'intéresser. Un soir, après les cours, j'eus la chance de tomber sur le post d'un certain Wolfman. Dans son message, il détaillait des cas de disparition étranges dans sa région natale. Les victimes avaient pour point commun de camper dans une forêt sauvage appartenant à un riche propriétaire terrien. De là, s'était créée une légende urbaine. Les randonneurs aimaient se faire peur en insistant sur le fait qu'ils avaient entendu des cris atroces qui ne ressemblaient à aucun animal sauvage. La légende restait vague sur l'origine des bruits et personne n'avait jamais vu quoi que ce soit. Non pas parce que tout ceci n'était que fabulation, mais parce que personne ne restait pour camper la nuit. La dernière disparition en date avait laissé des séquelles dans les villes voisines et tout le monde soupçonnait le propriétaire du manoir caché au cœur de la forêt. C'est là que le message de Wolfman m'intrigua, car celui-ci disait être un proche des disparus et qu'il voulait passer une nuit au milieu du parc forestier. Il était convaincu que le nanti qui se cachait derrière ces barrières en était le responsable. Son poste se terminait par une invitation à le rejoindre. Il était accompagné d'un ami à lui et avait encore 2 places de disponibles. Si possible, des gens qui savaient utiliser leurs 2 mains et qui n'étaient pas des enfileurs de perles. Après m'être présentée comme une chasseuse de fantômes à mes heures perdues, il accepta ma demande. Ma candidature fut approuvée facilement, et même s'il avait refusé, j'y serais allée seule. Quelque chose m'intriguait dans la récurrence des disparitions. Pourquoi personne ne souhaitait plus dormir là-bas? Et pourquoi à côté d'un manoir fortifié? La nuit précédant mon départ, j'eus des sueurs froides. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de vision. Ce que je venais de voir s'effaçait tel de la neige au soleil, sans que je ne puisse retenir aucun détail. J'avais seulement un goût de fer au bout de la langue et un sentiment de danger imminent. Plusieurs heures plus tard, j'étais arrivée devant le panneau du parc qui interdisait l'accès aux voitures. Je continuais donc à pied, m'étonnant de ne voir que ma voiture sur le parking. Le sentier devait mener directement au centre de la forêt et je n'avais aucune chance de me perdre, du moins tant que la nuit ne tombait pas. Alors que les arbres avaient envahi mon champ de vision et que le silence de la forêt m'entourait, une voix surgit d'un buisson à ma droite. Tu cherches le camp? L'homme qui venait de surgir devant moi avait à peu près mon âge, mais c'était difficile à dire avec le masque qui dissimulait son visage. « C'est possible? Je dois retrouver mes amis. » Il n'y a qu'un seul site ici pour camper. J'imagine que tu dois faire partie du groupe. Je m'appelle Tony. Enfin, c'est Wolfman sur Internet. Et toi? Moi, c'est Sandy. Sandy Ghost. Il sourit en reconnaissant mon pseudo. Ce n'était évidemment pas mon vrai prénom, tout comme le sien ne l'était pas. Ça veut donc dire qu'on est complet. Les autres sont déjà tous là. On était en train de monter les tentes. Il me fit signe de le suivre et je marquai un temps d'hésitation avant de lui emboîter le pas. La forme rassurante de mon taser dans la poche de mon manteau me rassura. « Je n'ai pas vu vos voitures sur le parking. Je m'inquiétais de m'être trompée d'adresse. » C'est parce que je connais bien la région. On a avancé la voiture jusqu'au camp. Ça nous faisait moins de marche et puis le prend pas mal. Ça permettait de savoir si tu n'étais pas une détraquée. Et j'en ai l'air? Tu fais moins peur que les 2 autres en tout cas. Vous vous connaissez? Oui, on est des amis d'enfance. Finalement, je n'ai pas eu beaucoup de retours sur le forum. À dire vrai, tu étais la seule. Faut être sacrément timbré pour accepter ce genre de rendez-vous. Ou alors être habituée. Je suis chasseuse de fantômes, je te rappelle. Je vis à son regard qui ne me prenait pas au sérieux. Pas de problème, j'étais ici pour récolter des informations, et ces personnes semblaient en savoir bien plus qu'elles ne voulaient bien en dire. J'allais jouer leur jeu, tant qu'il faudrait. Arrivé sur le camp, je vis que des tentes avaient été dressées par un autre homme et une femme. Ils se présentèrent comme Charlie et Debbie, et ne semblèrent pas aussi antipathiques que Tony. La lumière de jour va bientôt tomber. Je pense que ça serait bien qu'on aille chercher du bois. Je levai la main pour me désigner. C'était une bonne façon d'appréhender les lieux. Tony s'approcha de moi. Je sais qu'il y a une vieille remise abandonnée vers le nord. Elle devait appartenir aux gardes forestiers, mais maintenant elle n'habitait que par les fantômes. Il me fit un clin d'œil avant de retourner déballer les affaires restées dans le coffre de sa voiture. Je pris mon sac avec moi et partis dans la direction qu'il m'avait indiquée. Je n'allais pas laisser mes affaires à de parfaits inconnus. La forêt était bizarrement agencée.
Elle semblait naturelle, mais c'était comme si l'homme avait creusé des cuvettes par lesquelles nous étions obligés de passer. Le sentier était bordé de part et d'autre de buttes où des arbres guettaient ma progression. J'avais le sentiment d'être épiée et écrasée. La luminosité avait diminué rapidement pour ne laisser filtrer qu'un mince trait de lumière grisâtre. L'ensemble donnait un aspect glauque à ma randonnée, et il m'en fallait plus pour faire demi-tour. Au bout d'une dizaine de minutes, la remise était en vue. Le toit s'était effondré à moitié et l'humidité avait rendu la structure fragile. Je ne voyais aucune bûche de bois à l'extérieur. Je fus donc obligée d'entrer. Une seule fenêtre faisait face à l'ouest. M'approchant de l'encadrure, je vis le soleil disparaître derrière un manoir digne d'un conte horrifique à la Dracula. Le domaine s'étendait sur plusieurs hectares où aucun arbre ne venait obstruer la vue. C'était comme si des tracteurs géants avaient rasé l'entièreté du terrain. Le manoir était à plusieurs centaines de mètres de la remise et un fossé empêchait quiconque d'entrer dans la propriété. Cela ressemblait plus à une prison qu'à un domaine familial. Quand le dernier rayon de soleil disparut, de la lumière apparut à une des nombreuses fenêtres. J'étais presque sûre que quelqu'un m'épiait, mais cela était impossible au vu de la distance qui nous séparait. Je secouai la tête et remarqua que je ne distinguais plus mes pieds. Je sortais ma lampe torche et éclairai la petite pièce. À côté de ce qui avait dû être une table, reposaient des bûchettes de bois. Elles n'étaient pas recouvertes de moisissures et feraient l'affaire pour cette nuit. Je m'en emparai et les bras chargés pris le chemin du retour. Par 2 fois, je faillis me perdre. Les bruits de la nuit se mêlaient à d'autres moins identifiables et je fus étonnamment rassurée de trouver les 3 autres autour de la voiture, phare allumé. C'était moins une. Encore une dizaine de minutes et la batterie de la voiture était à plat. Je mis les bûches dans le foyer et alluma un feu en moins d'1 minute. Les autres me regardèrent avec des yeux ronds et je sus que je les avais impressionnés. Tu vas bien, Sandy? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Il y avait des bruits bizarres, mais sinon, je n'ai rien vu. Ça ressemblait plus à des cris de loup. Un silence s'installa. Charlie reprit. C'est bizarre. Ça doit bien faire 200 ans qu'on n'a pas vu de loup dans la région. Tony s'avança dans la lumière et leva lentement la tête. C'est peut-être le Wolfman. Arrête avec ton délire, Tony. Quoi? Ça pourrait être vrai? Tu connais les histoires, toi aussi? Charlie secoua la tête. Oui, je sais surtout que c'est du flan. Je pris la parole d'un ton innocent. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette légende? C'est juste une légende urbaine pour faire peur aux étudiants éméchés. Charlie partit s'asseoir près du feu. Je jure que je l'ai déjà vu. C'était après une soirée. C'est bien ce que je dis. J'avais toute ma tête. Et je jure que j'ai vu un truc énorme. Il avait de grands yeux, des mains gigantesques. Debbie, qui n'avait pas participé, prit alors un air moqueur. C'est donc pour ça ton pseudo? Tu kiffes cette histoire? Charlie ouvrit un paquet de marshmallows et entreprit de le faire cuire. De toute façon, on est là pour ça. Découvrir la vérité. Moi, je pense que le manoir a quelque chose à voir avec tout ça. Tony ne put retenir un rire suffisant. Encore une autre de tes théories fumeuses sur les délires de riches névrosés? C'est quand même plus crédible que ton histoire de loup-garou. Je l'ai laissé débattre pour me concentrer sur la forêt. À part le crépitement du feu, je ne remarquai qu'aucun autre son ne nous parvenait. C'était comme si les arbres nous regardaient et attendaient que l'on s'endorme. Où étaient les animaux, les hiboux, les rongeurs? Le camp fut soudainement éclairé d'une clarté bleuâtre et je me tournai pour voir qu'un nuage avait découvert la lune. Elle était pleine. Je la trouvais attirante. Pas par sa beauté. J'étais attirée littéralement par elle. Je sentais mon esprit partir à la dérive, ballotté par les marées astrales. Je sentis qu'une vision était sur le point de m'envahir quand un claquement me fit revenir sur terre. « Tout va bien, Sandy? Tu paraissais ailleurs. » Debbie avait posé sa main sur mon avant-bras. « Oui, il m'arrive d'avoir des crises de somnambulisme quand je suis stressée. » Mon excuse sembla leur satisfaire car ils n'insistèrent pas. Debbie reprit d'une voix un peu brisée. « Certaines nuits, il m'arrive de penser à eux, de me demander où ils sont et s'ils sont toujours... » Comme je disais, on est là pour ça, Debbie. On doit comprendre pourquoi ils ont disparu. Tony me regarda puis croisa les mains. Le frère de Debbie était venu camper avec ses amis l'année dernière. Cela faisait 20 ans qu'aucune disparition n'avait été signalée. Puis ce soir-là, quelque chose aurait arrivé. Le lendemain, alors qu'ils devaient tous rentrer, la police a été avertie que des mineurs manquaient à l'appel. Une fois dépêchés sur place, ils avaient constaté que la voiture avait disparu. Les vêtements et la nourriture étaient encore sur le sol et les tentes intactes.
La police a pensé à une attaque d'ours, mais tout aurait été déchiré, et il y aurait eu du sang. » Tandis que j'écoutais son récit, les deux autres s'étaient recroquevillés sur leur chaise de jardin. « Et donc, vous pensez que la raison de leur disparition serait liée à ce manoir ? » Non, on pense qu'il y a une créature qui rôde dans les parages. Quelque chose d'intelligent. Ça, c'est toi qui penses ça. Moi, je pense qu'il y a un taré qui se cache dans le château et qui s'amuse à chasser la nuit venue. Depuis ses fenêtres, il est facile de voir si quelqu'un a allumé un feu. Je pris le parti de réunir leurs théories. Serait-ce possible que ce Wolfman habite dans ce manoir ? Ils me regardèrent tour à tour, puis Charlie prit la parole. C'est en effet une possibilité. Selon les versions les plus poussées de la légende, le propriétaire de ce manoir serait mort depuis plus de 100 ans, mais habiterait toujours entre ces murs. C'était un philanthrope particulier. Il aurait vécu seul toute sa vie, seulement entouré d'animaux qu'il aurait recueillis au gré de ses balades en forêt. Des animaux abandonnés par leur maître. Un jour, un promeneur remarqua les cris et aboiements des chiens alors qu'ils se baladaient. Quand les autorités arrivèrent, ils découvrirent une horreur sans nom. Les animaux avaient été laissés à l'abandon, dans leur cage, et avaient commencé à s'auto-dévorer. Le propriétaire avait disparu. Certains disent que le propriétaire était devenu le Wolfman et aurait dévoré ses chiens. Ce ne sont que des délires d'introvertis gavés aux films d'horreur. Tony ajouta. N'empêche que des gens ont continué à disparaître, même après cet incident. Les décennies ont passé et les jeunes se sont amusés à se regrouper ici pour boire des coups et se faire peur. Au début de l'année, la police est intervenue pour empêcher les jeunes de se réunir ici. On peut dire que l'on prend un risque ce soir. L'ambiance s'était refroidie, et maintenant que le contexte était posé, je pensais attendre que les autres s'endorment avant de retourner vers la remise. Après avoir entendu cette histoire, j'étais sûre que cette fenêtre n'aurait pas dû s'allumer. Ok, je pense que je vais aller me coucher et espérer que rien ne se passe cette nuit. Les autres me regardèrent et parurent un peu décontenancés de me voir battre en retraite aussi facilement. Tony ajouta. Comme tu veux. Je pense que je vais essayer de trouver un chemin pour aller jusqu'à ce manoir. Qui est partant ? J'entendis les deux autres lui répondre qu'ils allaient chercher du matériel avant de partir. En fermant la porte de la tente, je pus constater les ombres de mes camarades d'une nuit qui s'affairaient autour du feu. Puis, le brouhaha s'arrêta et les ombres disparurent. Il était encore tôt et la route m'avait quand même épuisée. Mes yeux se fermèrent et je me sentis partir. J'étais haut dans le ciel. Je voyais le camp. Le feu se mourait et la clairière semblait figée dans une glaciale étreinte. La cime des arbres m'atteignait presque. Quand je voulus tourner la tête, mon corps se déplaça vers le nord. Je reconnus le sentier que j'avais pris plus tôt. Un brouillard s'était levé. Mon enveloppe filait entre les nuages lentement, pour finalement arriver à la remise délabrée. Ses contours étaient éclairés par une lumière puissante. Était-ce celle de Tony et de ses amis ? Ma curiosité fit tomber mon corps subitement, comme si la gravité faisait à nouveau effet. Au moment de l'impact, je me relevai dans un hoquet. Mon dos était froid et je remarquai que je n'étais plus dans la tente. À vrai dire, j'étais devant la remise. La lumière que j'avais vue dans ma vision était encore là. Tony avait dû laisser tomber sa lampe de poche au sol. Alors que je la ramassais, un cri strident se fit entendre au-delà de la bâtisse. Cela provenait de derrière. Je fis le tour prudemment et vis que Debbie était là, seule, dans le noir. Elle entendit mes pas et se retourna en criant à nouveau. « Oh mon Dieu, Sandy, tu m'as fait peur! Il faut que tu m'aides! Charlie s'est fait enlever! Je crois que c'est la chose! On doit l'aider, mais je ne sais pas quoi faire! » Elle partit en sanglots alors que je regardais avec méfiance autour de moi. « Suis-moi, on a besoin d'aide. Il faut retourner au van. Où est Tony ? » « Je ne sais pas, il était avec nous, puis après, il a voulu aller jusqu'au manoir. Mais Charlie et moi, on n'était pas chauds. Il est parti seul et a descendu la butte. » Alors que je la convainquais de partir, un cri d'homme se fit entendre. « Oh, c'est Charlie, je l'ai reconnu, Charlie !» Alors qu'elle criait son nom, elle s'approchait dangereusement du bord de la butte. « Debbie, tu ne devrais pas t'approcher si près !» En l'espace d'une seconde, elle avait disparu. Une patte noire et rapide l'avait agrippée par la cheville et l'avait emmenée. Il y avait bien quelque chose ici, et j'allais y passer moi aussi si je ne bougeais pas de là. Je me retournai et courus le plus vite possible jusqu'à la voiture de Tony. Avec un peu de chance, les clés étaient encore dessus. Bingo! Je mis le moteur en route et pris le sentier par lequel j'étais arrivée dans l'après-midi. Je n'étais pas équipée pour ça,
Et puis, j'avais la preuve qu'une entité sévissait ici. Il fallait que j'en apprenne plus sur ce manoir. J'aurais besoin d'armes. Je savais qui appeler. Quand j'eus dépassé les derniers arbres et que je fus à la barrière de la sortie du parc, je descendis et monta dans la voiture. Au moment de fermer la porte, je vis à la lisière des arbres, là où le noir régnait, que 2 yeux jaunes me fixaient avec haine. Je mis le moteur en route et opérai un demi-tour. Les yeux ne me quittèrent pas et j'entendis à nouveau un cri de douleur, mais qui cette fois appelait mon nom. Je savais que c'était la chose, car eux, ils étaient déjà tous morts. Le bâtiment avait fière allure avec sa façade rénovée de quelques mois. Je pouvais le sentir rien qu'à l'odeur, mais aussi grâce à l'histoire qu'il y cachait. C'était un grand manoir datant du début du XIXe siècle. Les grandes fenêtres permettaient d'apprécier l'intérieur, même si de grands rideaux cachaient aujourd'hui les activités des habitants. De nos jours, il n'était occupé que la journée et hébergeait une association de repos destinée à accueillir les femmes qui subissaient des violences au quotidien. Je saluais l'initiative de ces lieux et aurais même pu y passer du temps. Mais j'étais ici pour le travail et je n'étais pas payée à l'heure. Je n'étais pas payée du tout, car je venais ici sur mon temps libre. J'avais quitté la fac et mes cours soporifiques pour foncer directement à cette adresse. J'avais découvert ce bâtiment lors de mes recherches. Je pensais que le passé que recelait ce manoir pouvait mener à quelque chose de plus subtil qu'une simple légende urbaine. En effet, on racontait qu'il y a une 30aine d'années, lorsque l'émancipation de la femme n'était pas à la panacée, un groupuscule féministe se réunissait secrètement ici. L'objet de leur rassemblement semblait politique, mais restait dans le fond similaire aux actions de l'association qui avait pris possession des lieux aujourd'hui. Malheureusement, un drame avait mis fin à leur activité assez subitement et n'avait laissé aucune trace de leur activité. Certains voisins du quartier parlaient d'un suicide collectif, même si à cette époque les sectes avaient le vent en poupe. Cela allait à l'encontre des messages portés par ce groupe mystérieux. Aucune enquête, pas de témoignages. Les nouveaux locataires organisaient des activités pour les personnes souhaitant discuter, se reposer et trouver un havre de paix. Le dénouement étrange de cette histoire et la fréquentation actuelle des lieux m'avaient intriguée au point de vouloir en savoir plus. Je voulus donc me faire accepter en leur sein en tant que femme anciennement battue. Comme je m'y attendais, je fus accueillie et présentée très rapidement à la présidente de l'association. Elle m'expliqua que les femmes présentes aimaient leur tranquillité et qu'il était préférable de ne pas les déranger. J'allais donc avoir comme interlocutrice cette dame quelque peu froide. Elle en profita pour me demander en quoi elle pouvait m'aider. Prise au dépourvu, elle interpréta mon hésitation comme une fragilité attendue de toute femme entrant dans son association. Elle me laissa donc prendre connaissance du rez-de-chaussée tout en m'indiquant que l'étage était réservé au bureau administratif. J'avais remarqué que le manoir avait été dépourvu d'une grande majorité de ses meubles et que les femmes présentes s'astreignaient à éviter mon regard. Pour un endroit qui se devait être chaleureux, j'y trouvais un manque d'amicalité flagrant. J'avais choisi de rester quelques minutes dans chaque pièce afin de repérer d'éventuels indices. Mais je fis rapidement le tour du rez-de-chaussée sans avoir satisfait ma curiosité. Au bout d'un certain temps, je n'arrivais plus à jouer la comédie suffisamment pour que la présidente ne le remarque pas et vienne me voir. Elle me demanda de but en blanc si j'avais trouvé ce que je cherchais. Feignant l'ignorance, je demandai si ce bâtiment était bien l'endroit où un drame s'était produit il y a plus de 30 ans. Elle répliqua que si je voulais parler de la personne qui avait condamné une 20aine d'autres en mettant son nez là où il ne fallait pas, alors oui, j'étais bien au bon endroit. Elle n'ajouta rien d'autre à sa déclaration mystérieuse et tourna les talons. Après cette interaction, je décidai qu'il était temps de prendre des risques et de m'aventurer dans les étages supérieurs. Le manoir était suffisamment grand pour que la présidente ne remarque pas mon absence pendant quelques minutes. Alors que j'arrivais à l'étage, je vis qu'un couloir débouchait sur un petit escalier qui avait l'air de mener à un grenier. Mon instinct ne m'avait encore jamais trahi, et je sentais que s'il devait y avoir quelque chose, cela devait être là-bas. Les pieds posés sur les planches de bois, je sentis une énergie différente du reste du bâtiment.
La pièce était basse de plafond, mais couvrait toute la superficie du manoir. Des cartons et des meubles recouverts de draps remplissaient l'espace poussiéreux. Il ne fallait pas être une grande observatrice pour remarquer les nombreuses éraflures et griffures qui jonchaient le sol. Certaines semblaient être très anciennes et d'autres datant de la veille. Un carton posé sur un téléviseur avait été renversé et des cassettes d'un autre temps avaient glissé sur le sol. M'emparant de la première, je l'insérai dans le téléviseur, espérant voir une image apparaître. Les grésillements laissèrent rapidement la place à une scène euphorique. Des personnes, que des femmes, dansaient et chantaient dans des habits cérémoniaux. Elles devaient être une vingtaine, sautant et criant dans une pièce qui ressemblait au grenier dans lequel j'étais. Une personne se démarquait des autres par son attitude. Elle semblait stoïque et observait la scène alors que les femmes tournaient autour d'elle. J'eus un frisson de déjà-vu en essayant de distinguer le visage sous la capuche. L'enregistrement semblait durer une dizaine de minutes et je n'avais pas tout ce temps devant moi. Je laissai le lecteur recracher la cassette et en choisis une autre. Chaque cassette était nommée selon un mois de l'année. Les danses et chants étaient différents. Les paroles n'avaient de sens que pour un esprit fou. Les femmes qui apparaissaient à l'écran n'étaient jamais les mêmes. Les seuls éléments constants étaient la présence glaçante de cette maîtresse de cérémonie. Elle assistait toujours à ces réjouissances sans montrer aucun signe d'intérêt. Je remarquai des tatouages grotesques qu'elle avait sur l'avant-bras. Cela ressemblait plus à des glyphes qu'un enfant bercé par le diable aurait dessinés. Un autre point commun était la fin des vidéos. Des volutes de fumée noire envahissaient le grenier, puis la cassette s'arrêtait subitement. J'avais comme un sentiment de déjà-vu. Lors des visionnages successifs des cassettes, je notais que le nombre de femmes se réduisait dans les vidéos suivantes. Le temps que je m'étais imparti était déjà dépassé depuis longtemps, lorsque je vis à côté de mes genoux poussiéreux des inscriptions au milieu des traces de griffures, faites avec des ongles. Mon corps, son corps, il est en moi. Je ne m'appartiens plus. Alors que je me relevais, un grincement de porte me surprit. La présidente était derrière moi, son visage impassible me fixant. Je fus priée de quitter les lieux le plus vite possible. Je n'avais effleuré que la surface d'une piste qui me paraissait prometteuse. Alors que je la suivais dans l'escalier, je prétextais aller chercher ma veste dans un des salons. Elle voulut me saisir le bras, mais se retint au dernier moment. Je pris donc le chemin d'un des salons qui était le plus éloigné, et elle me suivit, un peu en retrait. Arrivée dans la pièce, je pris une des vestes qui traînait là et ouvris le loquet de la fenêtre. Je pourrais passer par là, une fois la nuit tombée. Quelques heures plus tard, j'étais devant la villa et aucune lumière n'était allumée. Le bâtiment devait être vide. Prenant garde à ne pas me montrer, je me glissais par la fenêtre laissée déverrouillée. Le rez-de-chaussée ne m'intéressait pas. La porte du sous-sol était fermée, il ne me restait plus que le grenier. Éclairé seulement de mon briquet, je pris le temps de retourner chaque carton et chaque drap. À plusieurs reprises, le briquet s'éteignit alors qu'aucun courant d'air n'était présent. Je remarquai même que l'obscurité se faisait plus pesante autour de moi lorsque la flamme s'éteignait. Une nappe de noirceur empêchait le clair de lune de s'infiltrer par les Velux. Je décidai d'utiliser un de mes détecteurs de champs magnétiques modifiés. À peine l'avais-je allumé que l'aiguille pointa dans une direction. Le sentiment d'oppression était plus fort et je sentais un regard posé sur moi. La direction indiquée par l'appareil était plongée dans le noir, mais je me pétrifiai un instant quand une présence floue s'avança dans le faisceau lunaire. Je tentais d'ajuster la fréquence du détecteur quand la forme entama une danse lascive. Elle restait hors de portée de la flamme du briquet, et la lune parut s'atrophier au fur et à mesure que les pas s'enchaînaient. Plus je me concentrais sur les mouvements de hanches, et plus la danse devenait entraînante. Ma tête suivait la cadence, et la musique vint rythmer chaque pas. Alors que le sang refluait de mes membres, la danse s'arrêta, et la flamme du briquet fut soufflée. Lorsque je le rallumai, la forme avait disparu. Mais la musique se faisait toujours entendre. Tournant la tête vers la porte, je fus certaine qu'elle provenait du sous-sol.
Une fois devant la porte, celle-ci était évidemment ouverte. De la lumière éclairait les marches qui s'arrêtaient quelques mètres plus bas. La musique provenait bien d'ici. Il y avait des murmures. Des voix de femmes chantaient. Non, elles psalmodiaient. Une lanterne avait été posée au centre du sous-sol et des formes enveloppées dans des tuniques étaient assises en cercle. Leur visage illuminé à moitié par la lanterne, je les reconnus. Sérénité et peur se mélangeaient dans leurs expressions, criant un ensemble d'émotions impossibles. C'étaient les femmes de l'association. Quand je voulus assurer ma posture, un craquement sec de bois se fit entendre. Toutes les têtes se relevèrent et les voix se turent. Pendant de longues secondes, plus aucun bruit ne se fit entendre. L'immobilité des corps me tétanisait. Alors, venant du cercle, une voix familière fusa. « Je pensais t'avoir demandé de ne jamais revenir, mais il semblerait que tu aies enfin compris ton destin. » Une tête se tourna subitement et le regard cerné de noir de la présidente me fixa intensément. Je savais qu'elle m'avait attendu toute la soirée. Nous étions arrivés à la fin de notre session. Pourquoi ne te joindrais-tu pas à nous ? Il devrait bientôt se manifester. Et ton rôle est crucial. Je vis que quelque chose avait changé dans son attitude et même dans son timbre de voix. Elle n'était plus la même. Je détaillai ses avant-bras nus et sursautai. Suivant le tracé de ses veines, des lignes démoniaques avaient entamé sa chair sans qu'aucune trace de sang ne soit visible. Je reconnus les symboles mutilés que j'avais repérés plus tôt. « Emparez-vous d'elle !» En un mouvement coordonné, le cercle se souleva et chaque femme fut debout. Elles se dirigèrent vers moi tout en reprenant leur chant obscène. Je courus à en perdre haleine vers la fenêtre que j'avais laissée ouverte. Une fois dans la rue, je vis que personne ne m'avait suivi, mais le chant me parvenait toujours. Un reflet attira mon regard vers une des fenêtres du grenier. Telle une gargouille, la présidente m'observait. Alors qu'elle ne bougeait pas, une silhouette noire se mit à danser derrière elle. Puis, un des bras de la présidente se souleva et un long couteau invisible glissa sur sa gorge. Le fluide aspergea la vitre et les chants se turent. Le bureau m'avait contacté la veille pour remplacer dans l'urgence un collègue malade. C'était une ligne que je n'avais jamais faite et qui sortait de la ville. J'étais proche de la retraite et changer mes habitudes n'était vraiment pas pour me plaire. 20 ans que je conduisais mon bus et voilà qu'on voulait me déporter sur un itinéraire désert. En plus de cela, on me faisait conduire un nouveau modèle, de l'électrique, parfait pour la planète et silencieux pour mes acouphènes. Qu'ils s'occupent de leurs affaires. Si leur smartphone roulant tombe en rade en pleine montée, qu'ils se démerdent. C'était pas mon problème et je leur faisais une fleur en acceptant ce remplacement. Moi, je sentais qu'on était en train de me mettre au placard en faisant tout pour me dégoûter du job. Eh bien, ils pouvaient aller se brosser. J'aurais 100% de ma retraite quoi qu'il arrive. Le soleil allait se coucher et la porte s'ouvrit. Avant de monter dans le bus, je jetai un coup d'œil réprobateur sur la carrosserie flambant neuve et râlai dans ma barbe. Le profilage arrondi donnait l'impression que j'allais conduire un jouet. Une voix me fit sursauter et mon genou me lança. « Bonjour, et bienvenue pour votre premier jour à bord de ce bus. » Je cherchais la femme qui parlait, mais je compris que cela sortait d'une enceinte au-dessus du siège conducteur. « Merci de vous être déplacé aussi rapidement. Les remplacements sont assez difficiles sur cette ligne. Les précédents conducteurs ont erreur. Bien, commençons. » Exactement ce que je disais. Ils ne sont pas prêts de nous remplacer. La voix grésilla un instant puis reprit. Arrêtez-vous à chaque arrêt si un passager est présent et faites en sorte de ne pas les effrayer. Le bus électrique est silencieux au point de ne pas l'entendre arriver. Les stops après le 665 peuvent paraître normaux, mais je vous laisse juger cela par vous-même. Je ne comprenais rien à ce qu'elle me disait. Le charabia était ponctué de coupures. Elle voulait m'apprendre mon métier ? L'itinéraire passe par des zones assez désertes et les éventuels usagers peuvent paraître hostiles. Juste, restez en mouvement. Et si jamais vous vous sentez mal, un chat est là pour vous réconforter. Un quoi ? Je fis le tour du poste de conducteur et je vis sur le côté du siège une peluche en forme de chat allongé. Je détestais ces animaux, imprévisibles et méprisants. Il n'avait pas l'air de bouger. Est-ce qu'il était mort ? Je voulus le toucher, mais au moment où ma main entra dans son champ de vision,
Il tourna sa tête mécaniquement et me renvoya mon regard. Ses yeux étaient vitreux. Un miaulement strident sortit de sa bouche fermée. Lui aussi était un robot. Eh bien, il allait bientôt finir par la fenêtre s'il continuait à me regarder comme ça. Je pris place alors que la voix mécanique s'était arrêtée de parler. Le tableau de bord était épuré et seules 2 pédales permettaient de conduire l'engin. Je mis le contact et j'eus du mal à percevoir le moteur qui se mettait en route. C'était parti pour un trajet qui me paraissait déjà bien long. La route que j'empruntais était une nationale rectiligne qui longeait des collines. Quelques logements sociaux étaient greffés çà et là, avec chacun son arrêt de bus, témoignant d'un itinéraire placé exprès pour des travailleurs payés une misère. Le premier arrêt apparut, et c'était le 660. Une personne âgée attendait debout. Une fois arrêté à sa hauteur, j'entendis le papy m'insulter à travers la vitre. Je lui marmonnai une excuse et lui demanda son arrêt. Le 661. Il aurait quand même pu marcher. Bref, au moins j'avais un passager. Le bus repartit silencieusement et à peine avais-je fait une dizaine de mètres que la lumière clignota. Je pensais à une baisse de tension, ce qui ne m'aurait pas étonné. Mais quand je remarquai que les lampadaires qui bordaient la route se mirent aussi à clignoter, j'eus un mauvais pressentiment. Discrètement, je vérifiai où le vieil homme s'était installé. Il avait dû prendre un siège dans un angle mort, car je ne le voyais pas. De toute façon, qu'est-ce qu'il pouvait bien me faire? Me taper avec sa canne? J'étais à mi-chemin de l'arrêt 661 quand le signal d'arrêt s'alluma. La lumière était revenue. Le chat miaula. Je lui accordai un regard rapide, mais il semblait intéressé par les voitures qui passaient à contresens. Le soleil avait maintenant disparu et fut remplacé par la lumière bleutée de l'arrêt 661. J'entendis un claquement sur le sol du bus et le vieillard sortit rapidement par la porte avant. Il fut remplacé par une jeune femme en débardeur qui semblait fatiguée. Elle me donna le change et partit au fond du bus elle aussi. Quand je voulus regarder sur les caméras de surveillance, celles-ci ne fonctionnaient plus. Il y avait un vrai problème d'électronique dans ce bus. Je me redressai sur mon siège pour taper l'écran dans l'espoir que cette vieille technique fonctionne. Après le 3e coup, l'écran se ralluma et un visage apparut en gros plan. Ça n'avait duré qu'1 seconde, mais j'étais sûr que ce visage n'aurait pas dû être là, car il avait l'air scalpé. Quand l'écran fut revenu à la normale, je pus constater que la passagère avait disparu. J'étais à nouveau seul. Comment était-ce possible? Était-elle passée par une fenêtre? Je me rappelai alors la voix qui m'avait conseillé de toujours rouler et de ne pas rester immobile. Je repris donc la route non sans jeter des regards inquiets par-dessus mon épaule. Si je ne pouvais plus faire confiance aux caméras, la situation pouvait vite devenir compliquée. Je n'avais pas croisé de voiture depuis un certain temps quand un choc sourd résonna sur ma gauche. Je faillis mettre un coup de volant sec à l'opposé, mais me retint de justesse. Sur la vitre côté conducteur, 2 traces de mains rouges venaient d'apparaître. La couleur et la façon dont le liquide goûtait vers le bas de la fenêtre me faisaient dire que ce n'était pas de la peinture. Je voulus baisser ma vitre, mais déjà j'arrivais à l'arrêt suivant. Alors que je m'apprêtais à dire bonjour à la personne à l'arrêt, celle-ci recula et me fit non de la tête. « Non, je ne pense pas, non. Il n'y a pas moyen que je rentre dans ce bus. Je suis peut-être débile, mais pas débile à ce point. » Je le regardais, indécis entre le raisonner pour le faire monter ou repartir afin de respecter mon planning. Je n'eus pas à décider car il disparut derrière la glissière de sécurité et continua de marmonner qu'on ne l'obligerait pas à monter dans ce bus. J'ai haussé les épaules et repris mon chemin. Le bus attaquait une portion de route en pente et quand j'appuyai sur l'accélérateur, le moteur se coupa et le véhicule s'arrêta net au milieu de la pente. C'était pas comme si j'avais calé, mais plutôt comme si une force extraordinaire avait saisi le pare-choc arrière. Le chat miaula. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Je savais que je n'aurais pas dû accepter ce remplacement. La pluie se mit à tomber et j'appuyai sur le starter. Le moteur gronda comme si un ours était sous le capot. J'appuyai sur l'accélérateur et un bruit assourdissant de moteur thermique se fit entendre. Ça n'avait aucun sens. Les pneus crissèrent avec la pluie, puis nous repartîmes vers le haut de la pente. Le chat grogna. Le signal de stop s'alluma et la cloche résonna à plusieurs reprises, signifiant qu'un passager voulait descendre. Mais je n'avais aucun passager. L'arrêt suivant indiquait 667 et je ne me rappelais pas avoir autant roulé. Je vis au loin qu'une personne attendait, coiffée d'un bonnet et cachée derrière une paire de lunettes. Elle monta à bord tout en me signalant que ce n'était pas rassurant de monter dans ce bus. Qu'est-ce que je pouvais y faire, moi? La personne partit au fond du bus, encore une fois, et je l'entendis demander des nouvelles de quelqu'un à bord. Mais à qui parlait-elle, mon sang? Des chocs sourds et répétés se faisaient entendre sur la carrosserie, mais je ne pouvais identifier leur provenance. Seules des traces de mains rouges apparaissaient sur les fenêtres. Je devais finir ce trajet.
Ils entendraient parler de moi demain quand je... L'homme que j'avais fait monter me regardait. Je pouvais voir sur la caméra qu'il s'était penché sur son siège pour mieux m'observer. Il avait que ça à faire, celui-ci. Mon regard porté sur l'écran de la caméra, je faillis écraser un animal qui traversait la route à une vitesse prodigieuse. Décidément, la conduite à la campagne, c'était pas pour moi. Je me remettais doucement de mes émotions quand un second animal surgit à nouveau et frôla le bus. Cette fois, je pus le voir distinctement quand mes phares éclairèrent sa forme disgracieuse. Ce n'était pas un animal connu. C'était un homme nu qui courait sur ses phalanges. Ils étaient plusieurs à traverser tout en me fixant des yeux. Leurs mouvements étaient puissants et rapides, suffisamment pour se laisser frôler par le bus. Si j'avais voulu leur rentrer dedans, je ne pensais pas que cela aurait eu un quelconque effet. Il n'existait pas. C'est ce que j'essayais de me convaincre. La lumière de demande d'arrêt s'arrêta à nouveau et je vis dans l'écran que le passager n'était plus là. Sa voix me susurra à l'oreille. « Le prochain arrêt est le mien. » Je laissai échapper un cri. Il était juste derrière moi. L'arrêt indiquait 661. Je ne cherchais même plus à comprendre et voulais juste que la personne descende afin que je finisse cette soirée au plus vite. Il descendit et s'arrêta sur le trottoir. « Que Dieu vous vienne en aide. »« Ouais, c'est cela. Bonne soirée. » Je voulus refermer la porte, mais une voix retentit à l'extérieur. J'écrasai la pédale de frein et vis le même individu monter et me souhaiter bonsoir. Je le regardai de travers et voulus le frapper. « Vous venez juste de descendre. Vous vous êtes trompé d'adresse ?»« Ah non, pas du tout. Vous devez vous tromper. Je viens juste d'arriver. » Son sourire me paraissait suspect. Mais c'était pas mon problème si des passagers voulaient perdre leur temps. Il s'installa et je repris la route. La pluie tombait toujours à grosses gouttes. La visibilité était mauvaise et mes yeux s'usaient à déchiffrer les panneaux. Puis, le panneau d'arrêt s'alluma et tout l'intérieur du bus fut baigné d'une lumière rouge. La sonnerie se répétait et ne provenait plus de l'écran. Je baissai la tête à côté de mon siège et vis que l'alarme provenait du chat. Son visage s'était transformé en celui du passager au bonnet et aux lunettes, et son cri avait pris la sonorité de l'alarme. Je fus tellement effrayé par cette vision que je perdis le contrôle et le bus s'écrasa dans la barrière de sécurité. Ma tête avait heurté le volant et mon genou, qui me faisait déjà souffrir, me lançait terriblement. Je n'arrivais plus à me lever. Cette soirée ne pouvait pas terminer plus mal que cela. Je pris appui sur mon accoudoir et me tournai pour vérifier que mon unique passager allait bien. Quand mes yeux se posèrent sur les sièges, une foule d'individus sans visage me regardait, baignés d'une lumière rouge carmin. Leur tête inexpressive tournait sur elle-même telle une toupie d'enfant. À chaque tour complet qu'elle terminait, la sonnerie de descente retentissait. Chaque siège était occupé par un être mi-homme et mi-démon. Ils ressemblaient tous aux animaux difformes que j'avais failli écraser. Le bus se mit à tourner comme s'il lévitait. Plus les têtes tournaient, et plus le bus prenait de la vitesse. Et quand mon regard se posa sur le fond du bus, là où normalement j'aurais dû trouver le passager au bonnet, un être encore plus repoussant se tenait debout. Une bête cornue, la tête penchée de côté, me regardait. Son apparence indescriptible dépassait les cauchemars les plus horribles que j'avais pu faire. Sa peau brûlée et ses membres trop grands pour son corps renvoyaient une image nauséeuse. Je ne pouvais supporter une vision aussi grotesque, mais il m'était impossible de détourner le regard. J'étais debout à côté de mon siège quand les passagers sans visage cessèrent de tourner leur tête. L'abomination venue des enfers fit un pas en avant, puis se retrouva à 5 centimètres de mon visage. Je sentis l'odeur putride d'un millier de cadavres d'animaux qui émanaient du reste de peau qui pendait de ses membres. Puis le chat miaula, et tout disparut. La pluie cessa de tomber et la lumière rouge disparut. Le bus avait repris sa place initiale et était garé au dépôt de la compagnie privée de transport. Le soleil se levait et ma montre sonna 6 heures. J'avais fini mon astreinte et je n'avais aucune idée de ce que je faisais ici. Je savais juste que je devais remplacer un collègue sur une ligne de bus que je n'avais jamais faite. Ce quartier me plaisait. C'était une petite maison que j'avais achetée à la fin de ma vingtaine. Ce qui pouvait sembler incroyable aujourd'hui, mais il n'y avait pas si longtemps, ce rêve était encore atteignable. Ma mère était inquiète,
Elle disait qu'une personne vivant seule en banlieue pouvait vite se sentir très isolée. Je l'avais rassurée, ma nouvelle maison était parfaite et je me trouverais des activités. J'avais même un petit jardin aménagé par mes soins pour accueillir de potentielles sessions grillades. Je fis la connaissance de plusieurs de mes voisins dans les jours suivant mon arrivée. Je n'avais jamais pensé devenir ce genre de personne, mais je me tenais à côté de la fenêtre, regardant la rue, saluant mes voisins, et ils me saluaient en retour. Jusqu'au mois dernier. Ce fut assez subtil, mais je remarquai qu'ils ne me saluaient plus. Puis ils ont commencé à avoir des rictus en me voyant. Peu importe la personne, j'avais toujours le droit à une grimace déplacée et provocatrice. Même Madame Capulet avait cessé de me saluer et de me sourire alors que nous discutions tous les jours quand je rentrais du travail. Bientôt, la convivialité que j'appréciais tant disparut. Cela me déprima, mais je ne fus pas pour autant découragé. Mon sourire était toujours là, pour qui le souhaitait. Un jour, Madame Capulet frappa à ma porte et m'asséna de remontrances acides. « Je me fiche de ce que vous faites chez vous, mais je n'apprécie pas les regards qu'on me lance quand je marche dans la rue. » Comme mon visage devait transpirer d'incompréhension, elle ajouta sans mépris. « Fixer les gens n'est pas de la sympathie, c'est juste bizarre. » Après ce dernier échange, j'ai essayé de ne pas me laisser abattre. Après tout, j'avais prévu de rester ici pendant un certain temps. Puis les lettres ont commencé à arriver. Certaines étaient courtes et ne disaient rien d'autre que « partez ». D'autres lettres expliquaient en détail pourquoi j'étais un sale type, qu'il fallait être fou pour fixer les enfants lorsqu'ils passaient devant moi et que mes gestes étaient menaçants. J'ai alors cessé de me tenir devant les fenêtres, sans pour autant me laisser faire par mes voisins. Et enfin un jour, je reçus une autre lettre, par la poste, un peu plus longue. La porte d'entrée toujours ouverte, je relisais sans cesse le même paragraphe. « Ce qui se passe chez vous vous regarde, mais vous n'avez pas le droit de faire des gestes menaçants envers mes enfants. Si cela continue, je serai obligé d'appeler la police. » Je fus tiré de ma lecture par des craquements soudains et très forts au-dessus de moi. C'étaient des bruits de pas, et je les entendais se rapprocher. Puis, je les vis. Il y avait un homme qui dévalait précipitamment mon escalier en tenant un couteau. Il était presque arrivé sur le palier quand je me précipitais vers la porte d'entrée restée ouverte. Je me souviens avoir crié. Madame Capulet m'avait vu courir en dehors de la maison. Alors que je pensais qu'elle allait m'ignorer, elle ouvrit sa porte et la referma précipitamment. La police arriva quelques minutes après. C'était l'avantage des quartiers résidentiels huppés. Je leur avais expliqué que je vivais seul et qu'un homme armé d'un couteau était descendu de mes escaliers. La fouille de la maison ne donna rien et ils m'assurèrent que l'homme n'était plus dans les parages. Leur rapport indiquait que l'individu était probablement entré par l'une des fenêtres à l'étage, restée ouverte. Mais l'élément le plus intrigant fut le manifeste retrouvé dans une chambre. Les premiers paragraphes racontaient son arrivée dans le quartier. Il avait trouvé ma maison accueillante et n'avait trouvé qu'une seule solution pour me faire partir. « Cette maison est la mienne. Vous n'êtes qu'un parasite. » Pendant un mois entier, cet homme avait vécu à l'étage de ma maison. À chacune de mes interactions avec mes voisins, il était posté en haut, derrière une fenêtre, et faisait des mouvements obscènes aux passants. La lettre que l'homme avait écrite indiquait qu'il s'était rendu compte que je ne partirais pas et qu'il devait prendre les choses en main pour y remédier. Les policiers m'avaient assuré qu'il n'y avait personne chez moi. Je voulais les croire. J'essayais de dormir dans le lit qui m'appartenait, mais la nuit suivant l'incident, le moindre bruit faisait écho à l'attaque de mon squatter. À 3 heures du matin, je partis et je conduisis jusqu'à chez ma mère. Cet homme avait eu ce qu'il voulait et je suis persuadé qu'il a dû s'installer dans la maison au moment où j'ai déguerpi. J'ai mis en vente la dite maison, mais elle n'est toujours pas partie. Elle reste là, inoccupée de l'extérieur, mais je sais qu'il doit profiter de mon absence pour saluer mes anciens voisins à ma place. Après une longue route, je décide de me détendre sur le sable. Plissant les yeux sous la lumière crue du soleil, le bruit des enfants qui jouent et le cri cacophonique des mouettes se mêlent au roulement des vagues. L'eau salée et la crème solaire parfument l'air ambiant autour de nous. Mon père et mon frère installent les parasols et leurs chaises pendant que je me prélasse sur la mienne. « Hé, tu as vu la photo qu'ils ont prise de la lune ?» dit Daniel. Il laisse tomber le parasol et attrape son téléphone. Ce faisant,
il se coupe le bras sur l'encoche métallique de la chaise pliante. « Bon sang, attention à ce que tu fais !» dit mon père. « Au moins je fais quelque chose !» Le regard que mon frère m'adresse en dit long. Une partie de moi se sent coupable. Mais que dois-je faire ? Ce n'est pas ma faute s'il a toujours été un imbécile et si j'ai toujours été le préféré. Daniel époussette le sable de l'écran de son téléphone avec sa chemise. Un sourire niais se dessine sur son visage. Je vois qu'il est impatient de me dire quelque chose. Je roule déjà des yeux. Il dit qu'ils ont trouvé de la vie. Vous y croyez ? Regarde, ça a l'air humain, non ? Il me montre la photo sur son téléphone, mais elle est en noir et blanc, et granuleuse. Elle présente des similitudes avec une échographie. Je suppose que les bébés ressemblent à des extraterrestres quand ils naissent. Non, c'est pas réel. Bien sûr que si, ça vient de la NASA. Ce n'est pas possible, c'est totalement faux. Tu crois tout ce qu'on te dit. L'année dernière, tu as cru avoir repéré un Dahu près de chez mamie. Mais c'était le cas. Peu importe. Je détourne déjà les yeux. Je veux profiter de la plage. Daniel soupire en reposant son téléphone sur la chaise et prend de la crème solaire. Malgré mon avis contraire, il a insisté pour qu'on achète cette nouvelle marque, une crème solaire minérale. Daniel est devenu un peu fou quand on s'y est opposé, mais depuis qu'il a vu ce optique, il s'inquiète de la présence de produits chimiques dans tous les objets du quotidien. Il est obligé de tout scanner avec cette application. Je trouve que la mixture avait une couleur grise un peu bizarre. Qui a déjà entendu parler d'une crème solaire grise ? Et puis, elle sent comme les cendres d'une cheminée, comme celle de chez mamie. C'est très précis comme odeur et je n'ai aucun doute sur la description. Je refuse juste catégoriquement de l'utiliser. Je m'en tiendrai à mes produits chimiques nocifs, et voilà. Dégoûté, je le regarde s'enduire le corps de ces substances grises, se mélangeant au sable qui le recouvre. Je ne peux m'empêcher de rire en voyant à quel point il est ridicule. Alors qu'il porte la main à son bras, il oublie l'entaille qu'il s'est faite quelques minutes plus tôt et grimace de douleur. « Hé idiot, t'as une coupure là. Tu devrais pas mettre de la crème solaire là-dessus, tu vas... » Je m'interromps et mon sourire disparaît. Du pus s'écoule de la plaie de Daniel. Elle déborde et a la même texture que l'écume de mer. « C'est quoi ce bordel ?» Sa peau bouillonne et devient verte. Sans crier gare, son corps se met à gonfler, prenant l'apparence d'une baleine boursouflée. Je tombe en arrière, horrifié par la soudaineté de sa transformation. « Papa ?» Je cherche du regard mon père. Avant que je ne puisse le prévenir, une substance verte bouillante éclabousse mon père. En un instant, elle grésille, laissant un trou béant et fumant dans son estomac. Son dernier regard ne reflète que la confusion et la peur. Ses yeux me cherchent du regard, puis il s'écroule. À la place de Daniel, une horrible substance verte semblable à de l'acide bouillonne dans le sable. Mon père est affalé dans sa chaise de plage, inerte, ses entrailles carbonisées sortant de sa blessure. Manquant d'air, je réussis à me sauver. Je sais que si je reste plus longtemps sur cette plage, je mets ma vie en danger. J'avance difficilement dans le sable épais. J'entends derrière moi des cris, des baigneurs. Le bruit se répand. Je tourne la tête afin d'évaluer la situation. Au loin, parmi le chaos, j'aperçois un homme qui hurle dans des remous de sable. Seulement, à la place de ses bras, ce sont des impadis verdâtres qui s'agitent. Je savais qu'on aurait dû s'en tenir à la crème solaire normale. Dans ma fuite, je remarque un homme qui semble imperturbable. Vêtu d'une combinaison de plongée, il semble prendre des notes. Je croise son regard et je le vois lever le bras et me montrer du doigt. Alors que je quitte la plage, je remarque qu'elle est à nouveau silencieuse. Je me tourne et vois que plus aucun remous n'est présent. Le sable est redevenu calme. Seul l'homme à la combinaison est allongé, prenant son bain de soleil. J'avais ouvert mon coffre pour ressortir 2 bouteilles de pinard. Avec une main libre, j'avais décidé qu'il était enfin temps d'aller chercher du bois pour l'hiver. En tendant la main à l'intérieur, quelque chose de caoutchouteux effleura mes doigts. Quand mes yeux distinguèrent dans la pénombre la forme, les bouteilles s'écrasèrent au sol, aspergeant mes chaussures de sécurité. Il s'agissait d'une main humaine, violacée. La découverte d'un cadavre dans mon coffre me rappela de douloureux souvenirs que j'avais mis tant d'années à étouffer. J'avais vu ma femme traverser la rue.
J'avais été témoin de l'accident de voiture qui lui avait enlevé ne laissant qu'une tache rouge carmin sur le bitume chaud. Ah, l'odeur qui s'était propagée dans l'air m'avait fait vomir. C'étaient les mêmes horreurs qui revenaient me hanter alors que je découvrais une partie d'un cadavre dans mon coffre. En revanche, je n'avais aucune idée de à qui il pouvait appartenir. Hébété, je ramassais les débris de verre éparpillés au sol. Je voulus dévisser le bouchon, mais soupirai au vu de la bouteille cassée. Je ne réalisais même pas encore dans quel bourbier je m'étais foutu. Le nom de Roman Morel vous est-il familier ? Je laissais tomber mes couverts pour me concentrer sur les questions que me posait l'inspecteur. Cela faisait déjà 3 jours que j'essayais de joindre un agent qui voulait bien prendre en compte ma déposition. Apparemment, on avait du mal à prendre ma demande au sérieux car, soi-disant, aucun avis de disparition n'avait été publié les dernières semaines. Mais en tant qu'ancien flic, je savais comment gérer ce genre de situation. Mais ce matin, j'avais la tête en feu et je n'arrivais pas à relier les mots entre eux. Je crois pas, non. Ma tête me lançait. J'étais abruti par l'alcool que je m'étais enfilé depuis la découverte du corps. D'après ses relevés téléphoniques, elle a échangé plusieurs textos avec vous, vendredi soir dernier. Vous êtes la dernière personne avec qui elle a été en contact. À quel moment étais-je devenu le suspect ? Je voulais juste aider, moi. Et voilà qu'on décortiquait ma vie privée. Je crois que vous vous trompez, là. Ma femme est partie il y a longtemps et je connais aucune Romane. Et je marmonnais. Ma mémoire se frayait un passage étroit à travers les brumes de mes pensées. Nous l'avons identifiée comme étant la femme dans votre coffre. Je me penchai pour vomir dans l'évier. Ce n'était pas l'annonce de sa mort qui me mettait dans cet état-là. Quoi ? Ce que je disais n'avait aucun sens, et j'avais intérêt à me reprendre si je ne voulais pas que la situation ne s'envenime. Nous aimerions vous parler et voir si nous pouvons trouver des réponses. D'accord. Je peux passer au commissariat demain. Non, nous envoyons une voiture vous chercher, ne bougez pas et attendez-nous. J'avais besoin de temps, mais surtout de réponses. Mon cerveau reprit les rênes et je compris que la police arrivait. Et leur intention était sûrement de me menotter. J'étais le gars qui avait une femme morte dans son coffre, une femme que je n'avais jamais rencontrée. Même si je n'avais rien fait, je me sentais en danger et coupable. Je connaissais les méthodes des flics, et cette affaire ne me disait rien qui vaille. Le monde autour de moi devint vacillant quand je repensais à la hachette, la ficelle et à l'alcool que j'avais laissé dans le coffre. Comme une vague surgissant dans mon dos, je me souvins être allé faire des courses à la supérette à une 20aine de kilomètres. Mon œil en verre me faisait souffrir et j'avais besoin de médicaments et de courage liquide. En garant le pick-up, je remarquai une voiture de police qui contrôlait une femme à pied. Je n'avais pas fait attention à son visage, mais au ton de sa voix, je sentais que la conversation était houleuse. Je voulus intervenir, mais un des policiers avait ricané en me voyant. Je crois qu'il m'avait reconnu. D'un mouvement de matraque, il m'avait ordonné de m'écarter si je ne voulais pas perdre un autre œil. Puis, c'était le noir complet. Plusieurs minutes avaient dû passer lors de mon blackout, car en levant les yeux du sol de ma cuisine, j'avais la langue pâteuse, mais surtout, une voiture de police venait de s'arrêter devant ma maison. Les 2 agents qui en sortirent étaient les mêmes que ceux de mon souvenir. Je voulus me relever et ma main heurta le couteau de cuisine ensanglanté qui reposait dans une mare de sang. La police ne ferait pas la différence entre du sang de bœuf ou humain. J'avais depuis le début 10 trains de retard. Ils allaient me piéger. Je courus vers la porte de derrière et m'enfuis à travers le sous-bois de mon jardin. J'allais me cacher là et observer la police. D'ici, j'avais un excellent point de vue sur ma cuisine. J'étais innocent, mais qui me croirait ? Le seul témoin en ma faveur était un reste de cadavre dans mon coffre. Alors que je m'appuyais contre un tronc d'arbre et que les agents enfonçaient ma porte d'entrée, je vis un Polaroid froissé et une boîte de médicaments à mes pieds. La photo avait été prise de l'extérieur de ma maison et montrait ma chambre. Une inconnue et moi étions dans mon lit. À la vue de mon visage, je savais que je n'étais pas dans mon état normal. Dans la précipitation, le voyeur avait sûrement fait tomber ces 2 objets. Je n'avais pas encore recouvré tous mes esprits, mais le nom sur l'étiquette de la boîte était clair. C'était des somnifères. J'étais foutu. Un dernier coup d'œil dans la maison m'indiqua que les 2 flics m'avaient repéré. J'avais 2 preuves incriminantes dans les mains et je sentais que ces 2-là n'allaient pas se contenter de me passer les menottes. Devais-je courir ou les confronter ? Je n'eus pas l'occasion de choisir car une migraine atroce me plongea dans le noir. J'entendis le ricanement caractéristique d'un des flics qui s'approchait de moi. « Alors comme ça on se retrouve, Loris. Tu comptais aller où comme ça ? Tu nous facilites la tâche de t'être évanoui. On va pouvoir te ramener tout en douceur. » Il va où celui-là ? Au poste ?
Non, non, non. Il va repartir au hangar. Je suis sûr qu'ils seront contents de le retrouver. J'ai fait du babysitting tout l'été pour me faire un peu d'argent. Au début, j'ai simplement demandé à des camarades d'école si quelqu'un avait besoin d'une babysitter pour un petit frère ou une petite sœur. J'ai commencé par garder des enfants dont je connaissais la famille, mais j'avais fini par avoir besoin de plus d'argent. Alors j'ai posté une annonce sur Le Coin Bon. Je n'ai pas tardé à recevoir une réponse. La famille en question vivait en banlieue, mais ce qui me dérangeait, c'était la proximité de la forêt et le fait qu'ils n'avaient pas de voisins. J'ai d'abord été un peu effrayée, pensant qu'ils étaient les propriétaires d'une cabane dans les bois, mais le manque d'argent me fit accepter leur proposition. Le jour du babysitting, je me trouvais effectivement devant une petite cabane en guise de maison. Confortable, propre, avec un jardin à l'arrière et un portail qui menait à un sentier dans les bois. Des lanternes étaient suspendues dans le jardin et une balançoire se trouvait à l'arrière. Le gamin que je devais garder était plutôt calme. Honnêtement, je n'avais pas d'avis sur lui. J'ai essayé de me faire une opinion, mais il ne sortait pas du lot. Il n'était pas méchant ni têtu, mais il n'était pas non plus très gentil. Il devait avoir 5 ou 6 ans, tout au plus. Je le mis rapidement au lit et je furetais dans la maison en attendant que le temps passe. Je savais que ce n'était pas vraiment recommandé, mais j'avais tendance à fouiller dans les affaires des autres quand je m'ennuyais. À minuit environ, je posais sur le lit un tiroir que j'avais trouvé dans la chambre principale. Celui-ci contenait toutes sortes de babioles, des pièces de monnaie, des carnets, des épingles, des boutons. Cette famille aimait collectionner les choses inutiles. Alors que j'étudiais une statue de cheval en céramique, je remarquai que la lumière de la lune la sublimait. J'hésitais à m'en emparer. Est-ce qu'il s'en apercevrait ? Mon cœur se serra et j'ouvris grand la bouche. Le cheval n'était plus baigné par le clair de lune. Une ombre immense l'avait recouvert. Cela était tellement inattendu que la peur m'envahit instantanément et me figea. Quelqu'un était à la fenêtre. Je restai immobile si longtemps, ne sachant que faire, jusqu'à ce que la lune réapparût. Un soupir de soulagement s'échappa de ma bouche et je mis le cheval dans ma poche. Refroidi par cette expérience inexplicable, je décidai d'arrêter mes vagabondages. Patienter sur le canapé en regardant la télévision serait plus sage. Malheureusement, sans le savoir, j'avais déclenché quelque chose d'incontrôlable. J'entendis des craquements à l'étage. Je savais que cela aurait pu être n'importe quoi, mais par précaution, je me levai pour aller voir. La maison était sombre et silencieuse, et les 2 chambres qui se faisaient face étaient vides. Où était passé le gamin ? Dylan ? Je me suis sentie idiote et en même temps, je me sentais observée. En me retournant, je remarquai la trappe du grenier qui était ouverte. Je prononçai à nouveau à haute voix le nom de Dylan et il me répondit instantanément. Arrivé en haut de l'échelle, je le vis assis à côté de la fenêtre ovale. Une fois à sa hauteur, je regardai dans la direction où ses yeux se portaient. Il semblait hypnotisé par une portion d'herbe située devant la maison et occupée par des arbres. Plus je levais les yeux, plus ces arbres semblaient denses, au point d'envahir tout mon champ de vision. La fenêtre encadrait cette obscurité, ce vide étouffant, et me donnait l'impression que nous étions arrivés au bout du monde et que si nous avions osé nous aventurer dans la forêt, nous serions tombés à la surface de la terre. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Ma mère. J'étais décontenancée. Comment ça ? Ma mère ? Mon corps se crispa. D'accord, allons dormir. Ta mère ne peut être en train de rôder dehors. Elle est sortie avec ton père et ils vont rentrer dans quelques heures. S'ils découvrent que tu ne dors pas, je vais me faire engueuler. Mais c'est la vérité. Elle te guette depuis le bois. Sa blague frôlait le grotesque. Mais une partie de moi avait envie d'y croire. Une partie de moi avait envie de se faire peur. Et qu'est-ce qu'elle me veut ? Est-ce qu'elle me veut du mal ? Elle ne veut pas te manger.
Tu veux que je te raconte une histoire ? Ce n'était pas la question que je lui avais posée. Il devait être totalement décalqué pour se tenir assis dans un grenier froid et humide. Vas-y, et après on descend. Dans mon rêve, j'étais dans le jardin. J'avais soif. Tu étais là aussi. Tu as essayé de partir. Mais il y avait beaucoup de buissons. Tu t'es perdu. Et j'ai trouvé cette marionnette. Il était hésitant, et je ne voyais pas où son histoire allait. Mais j'étais comme hypnotisée. Parce que pendant qu'il parlait, ses yeux ne cessaient de se tourner vers la fenêtre, et j'avais vu l'ombre recouvrir son visage. Parce qu'il avait insisté pour que je le regarde, mais qu'en réalité, il ne voulait pas que je me retourne vers la fenêtre. J'ai donc écouté, jusqu'à ce qu'il se taise brusquement. « Viens maintenant !» J'ai passé l'heure suivante dans l'autre chambre, à tripoter le petit cheval en porcelaine. Ce gamin était bien plus courageux que je ne le pensais. Dans le silence, j'essayais de distinguer des sons, mais je n'y parvenais pas. La maison s'était endormie. Ses parents sont arrivés peu après. J'avais mis le cheval dans ma poche et je descendis les accueillir. Ils voulaient me raccompagner, mais j'insistais pour prendre mon vélo. Je fermais la porte derrière moi, mais au lieu de partir, je me dirigeais vers la cour arrière. Je voulais juste m'assurer de quelque chose. En grimpant sur la clôture, j'atterris sur le toit du porche, juste à côté de la fenêtre de la chambre. J'espérais voir des signes de quelque chose, n'importe quoi. La fenêtre était couverte d'égratignures, mais rien n'indiquait ce qui s'y trouvait. Je restais là, un moment, sans trop savoir pourquoi. Les parents s'étaient endormis, et Dylan dormait probablement dans sa chambre aussi. Je concentrais toute mon attention sur la fenêtre de la chambre des parents. Pendant que je les regardais dormir, quelque chose attira mon attention. Ce que j'avais pris pour un cintre dans le coin d'un mur avait bougé. Une silhouette osseuse et tordue se traînait juste à côté de la mère qui dormait à poings fermés. Elle avait un air émacié et restait là à observer les parents endormis. Puis, avait levé un doigt osseux et avait commencé à compter. J'étais hypnotisée par ses mouvements saccadés quand soudain, il tourna la tête dans un craquement de vertèbres horrible et me fixa. Son doigt me pointa et ses lèvres comptèrent. J'étais seule à me tenir sur ce pont, dont les rambardes semblaient solides. Pourtant, l'aspect général de la structure n'avait rien de rassurant. J'avais dû passer par-dessus plusieurs barrières et portails de sécurité pour l'atteindre. Des tags et détritus sur le sol prouvaient néanmoins qu'il y avait encore du passage, sûrement des curieux. Mais ils n'avaient sûrement pas les mêmes motivations que les miennes en venant fouler cette pierre maudite. Le pont avait été construit fin du 19e siècle en 1895. Les matériaux utilisés et les balcons ornant par intermittence l'édifice donnaient une impression de solidité, même si son abandon, depuis le milieu des années 1950, laissait entrevoir des fissures qui le mettaient en péril. Je profitais de mon road trip paranormal pour visiter un maximum d'endroits témoins d'accidents inexplicables et inexpliqués. Nous étions en fin d'après-midi, et comme pour toute enquête, elle se devait de se dérouler au coucher du jour, même si cela n'était pas pour me plaire. Je me tenais donc au milieu du pont, les bras appuyés sur un mur qui me paraissait plus solide que les autres. La forêt encerclait la structure de part et d'autre, et je remarquai un belvédère à l'opposé de là où j'étais arrivée. Les rayons du soleil qui le touchaient renvoyaient un éclat d'albâtre aveuglant, ce qui dénotait des pierres grises du pont. Je traversai le pont afin de m'y rendre. Je pus constater que malgré l'état beaucoup plus conservé, c'était bien le même matériau qui avait été utilisé. Est-ce qu'un passionné d'histoire l'entretenait à ses frais ? En m'arrêtant par la mairie du village un peu plus tôt, on m'avait formellement déconseillé de m'aventurer ici, car le pont était en péril et devait être détruit incessamment sous peu. Je savais que c'était un avertissement pour la forme. Depuis 50 ans qu'il était abandonné, et personne n'avait jamais rien fait jusque-là. Ce n'était pas demain qu'ils allaient le détruire. En fait, je pensais au fond de moi que même s'ils l'avaient voulu, ils n'auraient pas réussi à le détruire. Quelque chose dans l'air me confortait dans l'idée que l'obscurité était à l'œuvre ici.
Alors que je rêvassais, je compris que oui, il y avait effectivement quelque chose. Une odeur douce et forte à la fois de citronnelle. Pendant un court instant, je vis des silhouettes tourner et passer à côté de moi. Elles semblaient courir, puis s'arrêter sur le belvédère. Certaines s'enlaçaient, puis se séparaient. Le ballet se répétait à l'envi. Les scènes se suivaient à m'en donner le tournis. Et je remarquais à chaque fin de chorégraphie fantomatique qu'une silhouette restait sur le pont, tandis que l'autre disparaissait. Un bruit de ferraille me surprit et brisa l'enchantement. J'avais perdu le contrôle pendant quelques secondes. Un vélo rouge venait de passer à côté de moi. L'homme dessus me regarda pendant un long moment avant que je ne le quitte des yeux. Il avait l'air de se diriger vers l'autre extrémité du pont, mais je savais que le chemin était bloqué, car c'était de là que je venais. Il allait devoir passer à nouveau derrière moi, et je me préparais à lui faire une remarque s'il continuait de me fixer. Je ne voulus pas me laisser distraire et pris le temps de rassembler mes notes sur ce fameux pont. En 1859, le terrain autour du fleuve avait été acquis par un industriel de la région. 3 ans plus tard, il y avait construit sa maison. Le belvédère semblait être le reliquat de cette ancienne bâtisse. En 1884, il mourut et c'est son fils qui décida de construire le pont. C'est un moyen d'accéder plus facilement à l'autre rive, tout en faisant payer la traversée. Le chantier dura plus de 10 ans, avec son lot d'accidents inexpliqués, mais dont on ne trouva aucune trace écrite. Une fois inauguré, on n'entendit plus parler de ce pont. Un demi-siècle passa avant que des événements inexplicables apparurent. La famille qui avait autrefois détenu la propriété avait déménagé. Le passage sur le pont était libre de toute taxe et l'étroitesse ne permettait pas aux voitures de s'y aventurer. C'était donc devenu un chemin de halage prisé des promeneurs. En parlant de promeneurs, je n'avais pas vu repasser le cycliste. Tant mieux. Dans les archives que j'avais trouvées, des rumeurs lui avaient donné un nom peu original. Le pont de la mort. La raison était simple. À partir de 1950, des cas de suicide apparurent. Le village, en aval du fleuve, voyait s'échouer sur ses quais des cadavres. Ne sachant pas d'où ils pouvaient provenir, une enquête fut ouverte et mena jusqu'au pont. Des rondes furent mises en place et effectivement, il fut constaté qu'en fin de journée, des personnes se jetaient du haut des balcons en pierre. En dépit de la présence des gendarmes, les victimes arrivaient toujours à leur fin. On ne pouvait les stopper. Pendant une dizaine d'années, les corps s'amoncelèrent sur les berges et rien ne semblait pouvoir arrêter ce drame. Les personnes étaient pour la plupart non identifiables, car les mutilations qu'ils avaient subies lors de la chute étaient trop importantes. On bloqua l'accès au pont comme dernier recours. Je soupçonnais que cela n'avait pas été d'une grande utilité. Mais surtout, je pensais que les suicides ne s'étaient pas arrêtés et que le village avait plutôt opté pour cacher les corps. Les archives départementales s'arrêtaient ici. Le reste des informations que j'avais pu déterrer relevaient plus de la superstition, mais c'était celle qui m'intriguait le plus, car elle datait seulement de ces dernières années. Et les cas de disparition incluaient aussi des enfants, ainsi que des profils de gens qui n'auraient pas dû être là. Des mères au foyer habillées en linge de maison, des hommes d'affaires, mallettes en main. Tous n'avaient aucune attache dans la région. Comment avaient-ils pu se retrouver ici ? J'étais là pour le savoir. Rien ne m'avait interpellée depuis mon arrivée, à part cette odeur du citronnelle que je pensais sentir aux abords du belvédère. Tout en m'approchant du bord, je remarquai alors qu'un escalier étroit permettait de descendre vers le fleuve. Les marches étaient plus creusées à même la terre que de vraies pierres. La forme ainsi que la profondeur m'incitaient à penser qu'elles étaient là depuis bien longtemps. Il n'y avait pas de rambarde et la chute pourrait être fatale. Je descendais les marches, une à une, quand l'odeur de citronnelle se fit presque insupportable. Elle venait de dessous le pont. Plus je descendais, et plus la lumière du soleil se faisait rare, éclipsée par une forme invisible. Mes pieds glissaient sur une surface humide. Les remous du courant éclaboussaient mon visage, mais je ne voyais plus l'eau. Je l'entendais sans pour autant la voir, alors que j'étais à quelques centimètres du rebord. J'étais maintenant sous la structure du pont, et je pouvais voir à quel point les colonnes qui soutenaient cet édifice étaient instables. Une simple tempête pouvait faire s'écrouler ces tonnes de pierres abîmées.
Quelque chose de sombre opérait ici, et ce pont en était la source. Je m'avançai afin d'être abrité par la structure quand mon pied heurta un objet lourd et métallique. C'était un vélo. Il était neuf. En voyant sa couleur, j'eus un frisson. Il était rouge, comme celui du cycliste. Je le cherchai du regard, mais ne vis rien. En levant la tête, je vis dans le renfoncement qui soutenait les dalles du pont un pentagramme qui était dessiné entre les colonnes. Dessiné était trop humain pour décrire la technique qui avait été utilisée pour graver le symbole. De là où je me tenais, il était difficile de définir les détails de la représentation grotesque, mais je savais que j'avais trouvé ce que je cherchais. Alors que la senteur de citronnelle se faisait de plus en plus forte, le cercle qui serpentait sur les pierres anciennes se mit à rougeoyer. Les reflets révélèrent des éléments que je n'avais pas vus. Autour du cercle, tels des totems, des os étaient pendus. Des fémurs, des tibias, des mains. Les regarder se balancer silencieusement me faisait penser à des chauves-souris. Puis, un objet plus gros que les autres bougea parmi l'ossuaire. Vêtu d'un collant noir et d'une casaque de couleur blanche, le cycliste me regardait, la tête en bas, le sang goûtant de sa bouche et le visage totalement mutilé. Ma vie a été bizarrement définie quand j'étais plus jeune lors d'une expérience particulière que j'ai vécue. J'y pense très régulièrement. À l'époque, quand j'en parlais, personne ne m'avait cru. Mais j'ai décidé de l'écrire afin que le monde entier soit au courant. Tout a commencé quand j'avais 14 ans et que mes parents ont déménagé. J'étais obligé de les suivre, évidemment. Mon père avait eu une proposition d'emploi qui payait mieux, avec des meilleures conditions de travail. Donc, le choix avait été vite fait. La semaine d'après, nous avions vendu toutes nos affaires ainsi que notre belle maison, afin de louer un appartement. En l'espace d'un claquement de doigts, ma vie d'adolescent fut changée et mon monde bouleversé. J'aurais pu m'adapter facilement à un déménagement, me faire de nouveaux amis, me trouver de nouveaux repères. Mais c'était sans compter ce qu'il m'arriva. Nous avons déménagé en plein été. Il fut donc facile pour moi d'intégrer l'école et de commencer la rentrée comme tous les autres étudiants. Quand arriva le 1er septembre qu'il fallut prendre le chemin de l'école, mon estomac était noué. Durant l'été, je n'avais rencontré aucun des enfants du quartier. Pourtant, l'école était juste à côté de la maison. J'étais donc stressé. Je ne me rappelle pas avoir parlé à qui que ce soit ce matin-là. J'étais trop timide. Quand je fus devant la grande porte d'entrée intimidante, je pris mon planning. Cours de mathématiques, salle 105. J'avais l'indication de où aller, mais je ne savais pas comment y aller. Plus je regardais la carte de l'école, moins je voyais où ma salle était inscrite. Comment était-ce possible ? Comment allais-je pouvoir arriver en retard en cours dès mon premier jour ? À ce moment-là, aucun pion n'était présent. Je ne pouvais donc demander mon chemin. Alors que je commençais déjà à paniquer, que mes mains tremblaient, je remarquai sur le côté droit de la carte un ensemble de salles rectangulaires. Elles étaient toutes petites et n'avaient pas de numéro, quand bien même elles auraient pu être des classes. Si je suivais la logique du plan, à gauche étaient les salles numérotées 300, au milieu 200, donc à droite, ce devait forcément être les classes numérotées à 100. Je pris donc le chemin lentement à travers les longs couloirs. La plupart des étudiants n'étaient pas des nouveaux, et ça se voyait. Il n'y avait déjà plus personne. En y repensant, j'aurais pu demander de l'aide à l'accueil, mais je pense que la peur d'arriver en retard était beaucoup trop poignante, et les allées désertes me rendaient vraiment nerveux. Mais faisant abstraction de toutes ces pensées négatives, j'arrivais finalement devant une double porte battante en bois. Mais quelque chose n'allait pas. Je n'arrivais pas à l'ouvrir. En la tirant ou en la poussant, elle ne bougeait pas d'un poil. C'était comme si cette partie du bâtiment n'était pas faite pour être découverte ou visitée. J'essayais de jouer avec le battant, avec la poignée, juste à même de mon épaule pour donner un coup dedans. Un léger bruit métallique se fit entendre contre le porte en bois. Elle était finalement ouverte. Je fis un pas à l'intérieur du nouveau couloir qui semblait bien plus vieux et bien plus hostile que le précédent. Horrifié, je vis que le bruit métallique que j'avais entendu
était en fait la serrure de la porte en bois qui pendait maintenant de l'autre côté. Dès mon premier jour, je venais de commettre une infraction. J'avais cassé une porte et j'étais sûrement dans un endroit qui m'était interdit. À ce moment-là, je n'avais qu'une seule envie, c'était de tourner les talons et de retourner à l'accueil. Et au moment de faire demi-tour, je vis sur une des portes vitrées le numéro 100. J'étais donc au bon endroit et je descendis alors le couloir lentement, accompagné par les numéros qui augmentaient. 101, 102, elle était vide. 103, un coup d'œil par la vitre, également vide. 104, toujours vide, mais un squelette me regarda. Je fus surpris par une voix d'homme, elle venait de la salle en face. 105, la salle était pleine. J'étais arrivé, mais j'étais le dernier. Je me surpris à rester en face de la vitre, à les regarder dans leur classe poussiéreuse. C'était une classe normale, un professeur, des élèves, des tables en bois, certes un peu vieillottes. Je savais que l'on devait porter l'uniforme dans cet établissement. J'avais moi-même le mien sur moi actuellement. Mais ceux que portaient ces élèves étaient bien trop vieux, comme s'ils venaient d'une époque lointaine d'avant-guerre. Prenant mon courage à deux mains, je toquai à la porte. Bizarrement, le professeur ne remarqua même pas le bruit. J'ouvris donc la porte silencieusement et le professeur ne daigna toujours pas me regarder. Me tortillant dans mes chaussures trop petites, je marmonnai une excuse pour mon retard, la tête penchée vers le sol, attendant toujours une réponse du professeur, soit de sortir, soit de m'asseoir. J'osai lever la tête et je vis que les élèves ne me regardaient toujours pas, ni même le professeur. En fait, c'était comme s'ils ne m'avaient pas remarqué. Repérant à la volée un siège vide, je décidai de m'asseoir dessus, au fond de la classe, afin de ne pas déranger le cours qui avait déjà commencé. Le professeur semblait s'appeler Monsieur Thiraud. Il avait commencé à écrire des équations sur le tableau et la classe était en train de les résoudre. Le cours était plutôt ordinaire, à part le fait que les élèves n'utilisaient pas de calculatrice. À chaque fois que j'essayais de répondre à une question et que je levais la main bien haut, le professeur choisissait toujours quelqu'un d'autre. Je n'allais pas réussir à regagner ses faveurs aussi facilement. Le cours s'arrêta finalement au bout d'une heure. Je me sentais fatigué et misérable. Je voulais juste rentrer à la maison. Quand je quittais la classe, je sentis que j'avais faim. Je regardais ma montre et fus totalement abasourdi par l'heure qu'il était. C'était la fin de journée. Une journée entière à faire des mathématiques. Mais quelle horreur! Ça ne m'étonnait pas que je sois aussi fatigué. Mais à ce point. Je rentrais donc à pied tranquillement, les pieds traînants. Je me repassais les souvenirs de la journée. Tout était vraiment bizarre. Mais je suppose que tous les premiers jours d'école le sont un peu. Quand finalement j'arrivais à la maison, ma mère était au téléphone et semblait énervée. Quand elle raccrocha, elle me vit sur le seuil et me regarda d'un œil sévère. Elle me demanda qu'est-ce que j'avais fait de la journée. Je ne compris pas sa question. La seule chose dont j'avais besoin était un câlin, et voilà qu'en rentrant, je me faisais engueuler. Je vis que son silence l'exaspérait. Elle me demanda donc pourquoi est-ce que j'avais séché l'école. Ce fut à mon tour d'être totalement confus. Je lui avais dit que j'étais bien allé à l'école, toute la journée même. Je sortis mon planning et lui montra la salle et le cours que j'avais. Je lui donna même le nom du professeur. Elle reprit le téléphone et raconta mon histoire à la scolarité. Un silence suivit alors qu'elle écoutait, puis un sentiment de grande inquiétude s'imprima sur son visage alors qu'elle me regardait. Elle raccrocha lentement et me raconta ce qu'on lui avait dit. Le professeur dont j'avais parlé n'avait pas travaillé dans cette école depuis 38 ans. Apparemment, cette pièce, la 104, était une partie abandonnée de l'école et qu'elle n'avait pas été utilisée depuis qu'une tuerie de masse était survenue il y a plus de 40 ans. Le soir même, je fis quelques recherches sur Internet et effectivement, je trouvais des informations sur un incident qui avait eu lieu il y a très longtemps. Un détraqué était rentré dans l'école avec plusieurs armes à feu et avait tiré sur une classe entière d'enfants. Le professeur était mort, ainsi que les petits. Il avait bloqué la porte et personne n'avait pu s'enfuir. Une vieille photo accompagnait l'article et on pouvait reconnaître la classe numéro 105. Un trombinoscope en l'hommage des victimes avait été mis à la fin de l'article et j'ai reconnu chacun des visages des élèves ainsi que du professeur.
Mon cœur faillit s'arrêter, je me sentais malade, j'avais froid à en mourir. Après ce jour, j'ai demandé à mes parents de changer d'école. Personne ne m'a jamais cru, mais aujourd'hui quelque chose va changer. J'ai reçu une vieille lettre, cornue et poussiéreuse. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu que c'était une invitation. Une invitation à une réunion d'élèves qui avait été envoyée par mon ancien professeur, Monsieur Thiraud. Quand j'ai eu vent de cette affaire, je fus intrigué par l'ampleur médiatique qu'elle avait créée. D'habitude, je ne m'intéressais pas aux cas de paranormal connus du grand public. Mais toute cette agitation m'avait rendu curieux et avait donné à ce mystère une aura bien plus intéressante qu'une simple émission télévisuelle de divertissement glauque. Certains appellent cet endroit le lieu le plus surnaturel de la planète, et d'autres, évidemment, la décrivent comme la plus grande arnaque du siècle. Je vais vous relater mes observations durant mon séjour sur les terres du dépeceur. Cette affaire sortit du lot et fit grand bruit, car un millionnaire excentrique décida de prendre les choses en main et de s'auto-proclamer chasseur de fantômes. Il acheta la propriété aux pauvres habitants terrorisés et une équipe de plusieurs dizaines d'experts décidèrent de s'installer dans une ferme perdue dans le Vercors. 24 heures sur 24, des spécialistes en radio-télécommunications, en capture d'images, des médiums et même des aventuriers se réunirent pour déterminer si la ferme du dépeceur faisait partie d'un folklore régional ou si de véritables événements paranormaux s'y produisaient. Leur enquête de terrain dura 10 ans. Cette ferme fut construite à la fin du XIXe siècle. Le terrain sur lequel elle était avait la réputation d'être maudit. Selon des faits historiques, des communautés de tziganes avaient été massacrées sur ces terres. Ceux qui avaient survécu avaient été vendus comme esclaves. Dans leur agonie, la terre fut maudite et renommée en terre des dépecés. Cela reflétait la violence usée lors de ces raids et de la rancœur que les tziganes voulaient leur faire payer durant des générations et des générations. Selon les écrits retrouvés, les tziganes seraient revenus hanter les nouveaux habitants en prenant l'apparence d'animaux enragés. Ces bêtes détruisaient les fermes, tuaient les animaux, blessaient ou enlevaient les enfants. Rapidement, on accusa des sorcières de prendre cette apparence. Des sorcières descendantes directes des tziganes massacrés. La terre fut abandonnée et devint une friche macabre où personne n'osait s'aventurer, sauf quelques pèlerins. J'ai pu confirmer qu'effectivement, la ferme avait été construite sur le lieu exact où cette terre avait été maudite. Et c'est en 1994 que le nouveau propriétaire des lieux remarqua des comportements étranges chez les animaux sauvages. Je fis la rencontre de Gabriel dans une ville éloignée de son ancienne ferme. Les souvenirs qu'il avait de son séjour là-bas l'avaient marqué profondément, et je pouvais voir pendant qu'il me racontait son histoire que ses mains tremblaient. Quand Gabriel devint le propriétaire en 1994, il récupéra une bâtisse et un terrain laissés à l'abandon depuis quelques années. Le prix de cette propriété était une affaire en or pour lui et sa famille. Dans l'excitation, il acheta des vaches, remit au goût du jour l'intérieur, aménagea des espaces de jeu pour ses enfants, mais il ne fit pas attention aux détails qui auraient pu lui mettre la puce à l'oreille. Comme par exemple de l'herbe envahissante qui n'avait pas été tondue au point d'atteindre la hauteur des fenêtres, ou alors des traces d'usure sur les murs extérieurs, ou de griffes. La réalité le rattrapa bien assez vite. Quand ses enfants lui demandèrent « Dis papa, pourquoi est-ce qu'il y a des verrous sur nos portes ?» ou quand sa femme l'interrogea sur l'utilité d'avoir des volets à l'extérieur et à l'intérieur des pièces, Gabriel entendit une voix l'avertir qu'il aurait dû faire attention à l'annonce. Intrigué, il remarqua aussi des pieux, autrefois plantés dans le jardin. Ceux-là avaient des restes de chaînes en métal accrochées, celles qu'on trouvait accrochées à des chiens molossoïdes. Comme toute personne ayant dépensé une somme d'argent conséquente, il se rassura en se disant que sur un terrain aussi grand, il était normal d'être un peu paranoïaque. Alors que Gabriel se posait des questions, il repensa à un événement qu'il avait mis de côté en arrivant dans sa nouvelle maison. Lors du déménagement, des membres de la famille étaient là. Le déchargement des affaires suivait son cours et alors qu'ils entamaient un énième aller-retour, Gabriel remarqua un énorme chien à la lisière de son terrain. Une bête tout droit sortie du Gévaudan. Pour lui, ce n'était qu'un animal perdu,
ou un chien de berger. Mais à la lumière de ces récentes découvertes, Gabriel était sûr que ce n'était pas un chien, mais un loup. Un loup blanc, capable d'engloutir une brebis en quelques bouchées. Car le jour où il l'avait vu, le loup s'était comporté étrangement. Il longeait son terrain à une centaine de mètres, suivant le tracé de la vieille barrière en bois. Ses mouvements étaient lents, précis, mais Gabriel ne sentait pas d'agressivité. Puis l'animal passa par-dessus la barrière et il fut clair que la bête était énorme. Jamais Gabriel n'avait vu un loup aussi grand. L'animal prit alors la direction de la maison et tous les membres de la famille s'arrêtèrent de travailler, comme hypnotisés, et ils le regardèrent marcher vers eux. Le loup ne se déplaçait pas naturellement. Au lieu de louvoyer, il serpentait. Son corps semblait se fondre dans l'herbe et prenait des courbes qu'il ne devait pas. L'hypnose était tellement forte que la famille entière ne s'était même pas rendu compte qu'au dernier moment, il était arrivé à leur niveau. Sa taille était contre nature. Pourtant, son attitude était avenante. La tête basse, il s'approcha et quémanda comme un chien une caresse. Gabriel, qui était le plus proche, approcha sa main et au moment de le toucher, le loup esquiva et partit en direction de l'étable en ruine. Ils étaient tous ébahis, involontairement spectateurs d'une scène qui aurait horrifié n'importe quelle personne éveillée. Mais l'emprise de la bête prit fin quand il attaqua subitement une vache qui broutait proche de l'étable. Ce fut extrêmement rapide et Gabriel était flou sur les détails. Il racontait cette histoire comme un rêve lointain qu'on sent qu'il disparaît à mesure qu'on cherchait à le retenir. La vache avait réussi à se libérer de l'étreinte mortelle, mais Gabriel était quasiment sûr que le loup avait délibérément lâché sa proie. Il en était sûr car le loup avait eu un comportement anamorphique, dérangeant. Sa tête s'était tournée et il avait souri par-dessus son épaule, tout en regardant Gabriel. L'attaque avait eu l'effet d'un électrochoc qui réveilla les membres de la famille. Des pierres furent lancées dans sa direction et au lieu de s'enfuir, le loup marcha lentement vers l'extrémité du terrain, ne remarquant pas les impacts lui fouettant la tête. Il ne semblait pas ressentir de douleur et la situation n'était absolument pas menaçante pour lui. On avait l'impression qu'il prenait la chose à la rigolade. La vache s'était repliée vers les humains, du sang recouvrant tout le devant de son corps. Gabriel et son frère partirent dans la foulée à la poursuite du loup, avec un fusil de chasse récupéré dans un coffre. Tant qu'ils voyaient la bête, ils ne pouvaient pas la laisser s'échapper. Pour le bien de sa famille et de sa santé mentale, car une odeur particulière de produits chimiques permettait de suivre la piste du loup blanc. Ils n'avaient même pas besoin de suivre les traces laissées dans la boue. Ils avaient fait quelques centaines de mètres dans les buissons et enfin dans le sous-bois, quand soudainement l'odeur prit fin. Les marques des pattes disparurent elles aussi, et le loup avait comme disparu. Ils poussèrent la traque quelques heures encore, puis revinrent vers la ferme. Cette rencontre fut traumatisante pour Gabriel et sa famille, au point que sa femme expérimenta des pertes de mémoire. Une première fois quand elle revint des courses et rangea les produits dans les placards. Elle alla dans une autre pièce, vaquer à d'autres occupations, mais quand elle revint finalement dans la cuisine, le sac de courses était à nouveau rempli et posé sur la table. Or elle savait qu'elle était seule dans la maison. La deuxième fois, elle prenait sa douche et avait posé sa serviette sur le rebord de la porte. À nouveau, elle savait qu'elle était seule dans la grande demeure. Pourtant, quand elle sortit et voulut la récupérer, elle n'était plus là. Il lui fallut quelques dizaines de minutes pour la retrouver à l'opposé de la salle de bain dans une remise, au milieu de balais et de seaux. Que cela arrive une fois, cela pouvait arriver, mais une telle récurrence l'inquiétait sur sa santé mentale. Ce fut seulement quand Gabriel eut lui aussi des pertes de mémoire qu'un potentiel lien avec l'attaque du loup lui apparut plausible. Un jour, il retrouva dans un arbre une pelle qu'il venait de déposer le long de l'une des barrières. Il était parti se chercher un en-cas et quand il était revenu, la pelle qui devait peser bien 10 kilos était suspendue tout en haut d'un arbre. Il était impossible que ses enfants ou sa femme aient pu faire cela. Suite à ça, ils échangèrent leurs expériences respectives et furent convaincus qu'ils étaient victimes d'un harcèlement. Seulement, ils n'avaient aucun début d'explication ou de suspect. Quand l'hiver arriva, ce fut le début du cauchemar. Un matin, Gabriel se leva pour aller s'occuper de ses vaches. Quelques mois étaient passés et ils avaient pu acquérir plusieurs animaux afin de réaliser son rêve d'avoir une vraie ferme. Seulement, il remarqua rapidement qu'une vache avait disparu. Des traces de pas partaient de l'endroit où dormait le cheptel à l'habitude, puis prenaient la direction de la forêt.
Gabrielle reconnut immédiatement le chemin qu'elle prenait. C'était par là que le loup avait disparu. Il passa donc par la maison, récupéra le fusil et pista les empreintes. Comme il s'en doutait, les traces s'enfonçaient dans les buissons épais de ronces avant de disparaître subitement comme si la vache avait été enlevée par des extraterrestres. L'hiver arrivait à sa fin, plusieurs autres vaches avaient disparu. La frustration prit la place de l'incompréhension, et Gabrielle décida de prendre les choses en main. Le temps qui était maintenant devenu doux lui permit de se cacher un soir derrière des arbres, afin de comprendre le pourquoi et le comment de ces disparitions. Son fusil en main, il guetta plusieurs heures durant. La nuit était sombre, la lune absente, mais la lumière de sa maison en fond permettait un contraste qui aiderait à distinguer une forme, si jamais elle apparaissait. Les ombres des vaches étaient visibles, allongées dans l'herbe insouciante du tracas que leur propriétaire se faisait. Ses doigts étaient engourdis par le froid. À la périphérie de la forêt, une ondulation différente de celle des arbres attira son attention. C'était une forme. Elle sortait lentement des fourrés et se mouvait au ras du sol. Les mouvements étaient lents, similaires à ceux d'un chat qui chasserait une proie innocente. La direction du corps indiquait que les vaches étaient la cible. Gabriel n'osait pas bouger, mais il devait se déplacer afin de distinguer l'intrus. Il avait secrètement espéré que ce soit le loup, mais la taille ne correspondait pas. Les déplacements n'étaient pas les mêmes non plus. La chose rampait sans aucun bruit. Rien ne trahissait sa présence à part 2 points lumineux réflectifs. La bête était nyctalope et ne sortait donc que la nuit. Ce ne pouvait pas être le loup. Le vent soufflait face à Gabriel, ce qui lui permit de progresser en crabe afin de se mettre en travers de son chemin. À force de patience, il se retrouva en face de la bête. Quand il fut repéré, les 2 points lumineux disparurent. Gabriel distingua la forme qui se tenait maintenant immobile. Il était sûr de ressentir sa frustration alors qu'il s'interposait entre elle et sa proie. Il souffla pour se donner de la force et se mit debout le plus droit possible et braqua son arme. Il fit un premier pas, puis un second, et avança en direction de la forme au sol. Plus il se rapprochait, et plus il se rendait compte de sa taille, similaire à un chien. Alors qu'il ne restait plus que 10 mètres entre les deux, elle disparut comme aspirée par la forêt. Elle n'était plus là. Le corps de Gabriel se relâcha, et d'un coup il s'effondra au sol. Il était éreinté d'avoir fait preuve d'autant de courage. Quand le printemps de l'année 1995 arriva, la situation empira. Le cheptel avait disparu. Les vaches, durement acquises, avaient été aspirées la nuit par la bête mystérieuse. Gabriel n'avait rien pu faire. Même les poules disparaissaient. Mais à la différence des bovins, elles pouvaient réapparaître aléatoirement sur la propriété. Gabriel entendait un caquettement et voyait une poule dans la maison, ou alors en lisière de forêt. Seulement, elle ne revenait pas entière. Des parties d'elle manquaient, une aile ou une patte le plus souvent. Mais ce n'était pas comme si elle avait été attaquée par un renard, car les blessures étaient coupées nettes et les cicatrices fines et quasiment invisibles. On aurait dit qu'elles avaient subi une chirurgie. Si les choses s'étaient arrêtées là, on aurait pu croire à des attaques d'animaux particulièrement sauvages et difformes, mais par la suite, c'est la famille de Gabriel qui fut visée. La nuit tombée, les enfants depuis leur chambre voyaient des ombres humanoïdes se promener parmi les hautes herbes. À travers les volets en bois, la femme de Gabriel entendait des grattements. Des murmures les réveillaient la nuit, les empêchant de se reposer. Ses enfants se comportaient mal en classe et leurs notes se dégradaient. Sa femme perdit son travail car elle pensait être suivie et était devenue paranoïaque. Gabriel lui-même se sentait acculé comme une proie. Les murs lui semblaient plus proches et le plafond plus bas. Il se sentait à l'étroit dans sa maison, créant une envie irrépressible de sortir. Mais depuis sa rencontre avec la chose rampante, ce fameux soir d'hiver, la famille ne s'aventurait plus au dehors. La voiture était garée le plus proche possible de la porte d'entrée et ils s'arrangeaient pour toujours rentrer avant la tombée de la nuit. Ils avaient adopté 3 chiens, qu'ils avaient honteusement, selon ses dires, laissés à l'extérieur une nuit pour s'assurer au moins un sommeil paisible. À travers une des fenêtres de l'étage, il avait regardé les ombres proliférer sur son terrain.
La lune les éclairait suffisamment pour se convaincre que ce n'était pas une hallucination. Les chiens aboyèrent dès qu'ils sentirent les choses apparaître. Pendant 1 heure, les aboiements se battirent contre les silhouettes silencieuses. Finalement, elles battirent en retraite dans la forêt, et Gabriel, qui sentit cela comme une victoire, retrouva un peu d'espoir. Mais les chiens galvanisés brisèrent leurs chaînes, coururent à travers l'herbe sauvage, s'enfoncèrent entre les arbres et disparurent. Gabriel entendit, horrifié, leur glapissement avant que le silence ne reprenne possession des lieux. Il ferma les volets, vérifia les verrous de toute la maison et s'enferma. Le lendemain, sa famille et lui avaient fait leurs affaires et quitté la maison précipitamment afin de s'éloigner le plus possible de ce lieu maudit. Et on pourrait croire que c'était ainsi que l'histoire de Gabriel et de sa famille sur les terres du dépeceur prirent fin. Ils s'en allèrent et mirent la propriété en vente. Tout cela devait être du passé pour eux. Ils voulaient oublier les cauchemars réveillés qu'ils avaient vécus. La mairie fut prévenue, ainsi que les médias, sur les activités suspectes, mais surtout paranormales qui se passaient sur ce terrain. Rapidement, la rumeur d'un endroit hanté fit le tour du pays et tomba dans les oreilles d'un richissime passionné des arts occultes et de tout ce qui avait attrait au paranormal. Ce millionnaire, qui s'appelait Robert D., fut totalement captivé par le récit de Gabriel, au point qu'il acheta la propriété dans la semaine qui suivit sa rencontre. L'endroit devint alors le centre de recherche paranormale le plus atypique de l'époque. Une dizaine de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes se rassemblèrent dans la ferme abandonnée. Mais au lieu de ne travailler que sur les mystères des apparitions fantomatiques, le centre devint un hub de recherche pour tous les événements paranormaux de la région et même de France. Robert avait une fascination pour l'histoire de Gabriel, à tel point qu'il lui demanda de l'aider dans ses recherches, afin de comprendre comment les apparitions se produisaient. Gabriel n'avait aucune envie de remettre les pieds là-bas, mais les moyens que mettait en place Robert ainsi que sa détermination le convainquirent de se tenir informé. Plus il en parlait à Robert, plus il lui semblait logique qu'une explication rationnelle soit à l'origine de ces démons. Robert lui assura même que si le mystère était résolu, ce en quoi il n'avait aucun doute, il partirait de la propriété et lui redonnerait la maison sans rien en échange. Gabriel, qui avait mis tant d'efforts et d'argent dans cette ferme, avoua que cela pouvait l'intéresser, mais que Robert allait devoir faire un excellent travail pour que lui et sa famille reviennent. Gabriel se retrouva donc à aider Robert régulièrement et à venir à la ferme. L'approche de Robert était tout aussi curieuse. En dépit de sa passion pour les sciences occultes, il avait décidé d'embaucher dans son équipe de recherche des gens curieux, mais sceptiques de nature, des professionnels de la remise en question, des hommes capables de mettre leurs sentiments de côté pour analyser des faits, des femmes sachant garder leur sang-froid face à des événements inexplicables. Les scientifiques étaient les mieux placés pour résoudre ce mystère. C'est donc en 1996 que commença les tests pour définir quelles pourraient être les causes de ces phénomènes paranormaux. Durant cette année, les hypothèses testées avaient pour but l'environnement direct de la ferme. Les plantes, la géographie des lieux, la composition des sols, la faune alentour. Puis des éléments plus psychologiques, des locaux furent interrogés ainsi que les plus proches voisins. Gabriel accepta de passer des tests pour définir si sa santé mentale et physique était correcte. Il refusa en revanche que sa femme et ses enfants subissent les mêmes tests. La teneur de toutes ces recherches restait un mystère pour moi, car Robert et ses associés n'avaient pas publié les résultats, et mes efforts pour les retrouver s'étaient soldés par des échecs répétés. Ce qui me paraissait absurde au vu de l'objectif de Robert, la reconnaissance d'événements paranormaux dans notre monde. À la fin de l'année 1996, aucun événement surnaturel ne s'était produit. Rien d'anormal, ce qui pourrait s'interpréter par un échec. Mais Robert et son équipe venaient de faire un grand pas dans l'élucidation du mystère. L'étude de l'environnement n'avait rien donné, ce qui prouvait que Gabriel et sa famille n'avaient jamais été sujets à des hallucinations. Ils avaient vraiment vécu des événements inexplicables. La normalité des lieux et la présence de spécialistes de tout genre avaient redonné espoir à Gabriel de peut-être retrouver sa maison un jour. Les efforts de l'équipe de Robert avaient finalement dissipé l'aura paranormale qui pesait sur ces lieux. La bête avait finalement trouvé un autre territoire. Gabriel s'était même surpris à rebâtir des parties de la ferme qu'il n'avait jamais pu faire lorsqu'il y habitait. La présence de tant de personnes sur son ancien terrain le rassurait.
Quand cette année 1996 se termina, Robert et Gabriel s'accordèrent presque à arrêter les expériences. Ils se donnaient encore un mois pour être sûrs, et ensuite ils quitteraient les lieux. Gabriel récupérerait la propriété de la ferme, et Robert partirait. Mais alors, un jour de printemps, alors que Gabriel avait convaincu sa femme de venir sur le terrain pour attester que rien de paranormal existait, ils aperçurent des vaches. Ce n'était pas normal. D'une part, car il n'y avait plus aucun pâturage ici, depuis que Robert avait installé son centre de recherche. Aucun animal ne se baladait ici depuis plus d'1 an. Et d'autre part, quand Gabriel s'approcha d'une des vaches qui semblait en bonne santé, il reconnut le tatouage qu'elle avait dans l'oreille. C'était le numéro d'identification qu'il lui avait donné en 1995. Or, tout son ancien cheptel avait disparu. Paniqué, il fit le tour de toutes les vaches. Chacune avait un tatouage qu'il avait posé lui-même. C'était impossible. Alors qu'il paniquait, les chiens de garde de Robert se mirent à aboyer férocement. Par la force des choses, Robert et toute son équipe présente à ce moment-là se retrouvèrent à côté de Gabriel. Ce dernier leur expliqua que ces vaches ne devaient pas être là. Elles avaient disparu 1 an auparavant. Mais aucun d'eux ne l'écoutait, car ils avaient tous leur regard braqué sur la forêt. Leur expression effarée sortit Gabriel de sa panique pour le plonger dans une horreur pétrifiante. Parmi les arbres les plus feuillus, une ombre se tenait accrochée aux branches. Un loup blanc, dressé sur ses pattes arrière, se tenait tel un singe sur une branche volumineuse. La chose n'était ni animale, ni humaine. Elle les regardait patiemment, semblant guetter une réaction de leur part. Gabriel, qui avait déjà vu pire sur cette propriété, fut le premier à réagir. Il courut jusqu'à son pick-up et en sortit un fusil de chasse. Braquant son âme sur la bête, il ne prit même pas le temps de prévenir les autres qu'il allait tirer. Les coups de feu fusèrent et tous les oiseaux environnants s'envolèrent. Les scientifiques sursautèrent et crièrent même pour certains et se jetèrent à terre. Quand le chargeur fut vide, la bête avait disparu. Gabriel avança vers Robert et leur demanda s'ils l'avaient vu. Personne n'avait la force de dire quoi que ce soit, mais à leur tête, il était clair qu'ils avaient vu le pire cauchemar de leur vie. La femme de Gabriel pleurait dans le pick-up. Les mois qui suivirent furent mouvementés, et la peur mélangée à l'excitation donnait au camp une allure militaire. Des battues furent mises en place tous les jours, selon une cartographie précise. Des chasseurs et pisteurs furent débauchés par Robert afin de trouver la bête. Mais rapidement, les chiens ne voulurent plus partir à la chasse. Quand leur maître les appelait, ils restaient dans leur cage, couinant. La peur les tétanisait. Ils avaient senti quelque chose de dangereux. Les recherches continuèrent durant quelques mois encore, mais sans l'aide des chiens, cela était beaucoup plus difficile. Il était aussi très ardu de se repérer, et qu'importe l'itinéraire que prenait l'équipe de recherche, elle finissait toujours par arriver au même endroit, juste à la lisière de la forêt, là où la bête était apparue. Les recherches de l'année 1996 avaient pourtant prouvé que la région n'était pas sujette à des fluctuations magnétiques, mais quand les chasseurs regardaient leur boussole, celle-ci n'indiquait pas le vrai nord. Et une fois qu'elle atteignait la lisière de la forêt et qu'ils voyaient la ferme à travers les buissons, les perturbations magnétiques s'arrêtaient. Un certain temps passa et les recherches n'avançaient pas. La fin de l'année 1997 approchait. Alors que 2 chercheurs étaient postés sur un nid de pie construit sur la propriété, ils furent témoins de la dernière occurrence paranormale de la région. C'était devenu l'endroit le plus important de la propriété, car il permettait de guetter les alentours sans se mettre en danger. Alors que la nuit était tombée depuis longtemps, ils aperçurent comme des lumières dans les hautes herbes. Elles bougeaient rapidement, et ils utilisèrent leurs jumelles infrarouges pour distinguer ce que c'était. Un courant glacial les traversa quand ils comprirent qu'une bête rampait à une vitesse hallucinante vers eux. Elle remontait le champ en direction de la ferme et semblait vouloir atteindre la porte. Quand elle passa en dessous du nid de pie, elle s'arrêta et les chercheurs la perdirent de vue. Ils firent leur rapport et Gabriel reconnut dans leur description la chose qu'il l'avait lui aussi repérée quand il s'était caché à l'époque dans les buissons. En 1998, le calme revint. Les événements des années précédentes s'effacèrent comme un mauvais rêve. Même les souvenirs des personnes que j'avais interrogées semblaient vides, comme s'ils avaient tous vécu le même rêve. Il y avait de temps en temps des lumières qui apparaissaient durant la nuit, mais cela aurait très bien pu être des lucioles. Comme les années 2000 arrivèrent,
le groupuscule de scientifiques se retirèrent petit à petit. Ils avaient des centaines d'archives et de preuves d'événements non explicables par la science. Des lumières, des formes, mais rien de tout cela ne pouvait servir. On ne pouvait même pas dire qu'il y avait des événements paranormaux ou à l'inverse, des phénomènes tout à fait explicables par la science. Des centaines de témoins avaient vu de leurs yeux la chose, ou au moins des êtres qui n'auraient pas dû être là. Des vaches qui réapparaissaient, des animaux atrophiés de leurs membres comme si un préleveur d'organes était passé, des chiens terrorisés, des perturbations magnétiques sans cause, des silhouettes traversant des champs, des murmures venant souffler derrière les oreilles de ceux qui les entendaient. Il se passait des choses à la ferme du dépeceur, mais on ne pouvait l'expliquer. Au vu de tous ces éléments, c'était à mon tour d'enquêter.